Bonsoir et bienvenue sur E-Gaming pour une émission spéciale consacrée au G2 eSport. Sur le plateau avec moi, Shox est parmi nous. Salut Shox. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci, et toi? Alors ta journée a commencé très tôt ce matin pour prendre un vol vers les 5h du matin, c'est ça? Non, 6h? Non, je me suis levé à 6h moins le quart, mon vol était à 7h. En forme? Ça tient le coup? Écoute, on fait en sorte que, mais bon, dans un environnement tel que celui-ci, franchement, ça donne toujours la patate. Alors ce matin, tu étais justement sur le plateau du Canal eSport Club. Comment ça s'est passé? Bah écoute, très bien, c'était ma première expérience sur un plateau télé. Bon, il y avait Arx que je connaissais bien, Olivier Morin que je connais bien aussi, donc du coup je me suis senti un petit peu à l'aise. Et en tout cas, moi personnellement, mon expérience a été top et j'ai adoré le faire. Après, on verra ce que ça donne au rendu et j'espère que les gens apprécieront. Qu'est-ce que tu en penses de l'arrivée de la télévision sur le sport électronique en France? Est-ce que tu vois ça comme une très belle avancée? Très belle avancée, je sais pas, faudra voir ce que ça donne, c'est encore trop tôt je pense pour juger, mais en tout cas c'est une très belle initiative et j'espère que ça va faire qu'augmenter clairement. Et quand tu vois des reportages et tout, enfin vous verrez exactement vendredi quand ça sort, mais il parle de plein de choses de l'e-sport dans le monde entier que moi je ne savais pas, donc moi-même j'en apprends et je trouve ça vraiment très intéressant. Eh ben, super, merci d'être là pour nous accompagner. Le manager des G2, le spécialiste de Pro Cycling Manager en France, c'est lui dans l'e-sport. Comment ça va Jérôme? Bah écoute, ça va, ça va. Content d'être sur Paris un petit peu? Oui, content de venir ici. Après, bon, Paris, sans plus, mais content de venir ici. Un petit peu déçu, hein, j'ai vu du temps parisien, Shox. Bah oui, parce que maintenant que j'ai déménagé dans les alentours de Marseille depuis septembre, je me suis un petit peu quand même habitué au ciel bleu, soleil, et revenir sous la grisaille avec 10 degrés en moins, j'avoue que on est quand même pas mal en bas. Ouais, tu m'étonnes. Initialement, nous devions avoir également sur ce plateau Smith. Smith est malade, Jérôme. Bah écoute, il a quelques soucis qui ont a priori démarré cette nuit, donc voilà. Et le problème gastrique, dirons-nous. On balance. Et bah écoute, du coup, il nous regardera ce soir. Hein. Et c'est bien dommage. Ça aurait pu être sympa qu'il soit là. Ouais. Bon, je propose de commencer par la partie numéro 1 de cette émission. J'ai préparé un défilé, un conducteur par rapport à l'amitié Shox-Smith. Je me suis dit que c'était un angle très intéressant pour cette émission, mais je l'ai décidé de le garder quand même si je changeais quelques questions, j'ai décidé de rester autour de cet angle. Shox-Smith, c'est ton ami, c'est un peu plus que de l'amitié même au final. Pour vous de jouer ensemble? Je sais pas si on peut dire ça, vu comment il me lâche aujourd'hui cet enfoiré, donc c'est un petit peu difficile. Non, mais blague à part, ouais, c'est vraiment une relation comme j'ai jamais eu avec personne, et franchement, ça a toujours été encore aujourd'hui, enfin il est à mes côtés et c'est vraiment une plus-value. Les gens souvent ont tendance à un petit peu lui en mettre plein la tronche vis-à-vis de son niveau individuel ou quoi que ce soit. Il le sait lui-même que ces derniers temps, il a été en dessous. C'est aussi, je pense, pour ça qu'il a décidé de nous rejoindre en tant que coach. Maintenant, à côté de ça, c'est une personne humaine en or et tout ce qu'il apporte et ce qu'il a apporté sur CS, les gens ne le savent pas. Je vais donner un exemple tout bête, mais il y a des principes de l'époque de VG Titan où on faisait des très bons résultats. Que après Fnatic nous ont repris quand ils ont commencé à dominer avec Pronax et tout. Ils ont réussi à dominer grâce à des principes qu'on avait inventés chez VG, et Eddie était l'un des précurseurs à inventer ces principes et un petit peu il a souvent été là où il fallait pour inventer les nouvelles un peu metagame de l'époque CS, même à l'époque sur CSS. C'est un peu, je trouve, le travail de l'ombre, parce qu'au final il n'a jamais été leading game. Et souvent, quand on voit une équipe bien jouée ou des grosses strats ou des gros trucs bien joués, on se dit ouais, le lead il est trop bien. Oui, le lead il fait des choses. Maintenant, il y a très peu d'équipes où le lead fait tout à 100%. Il y a souvent d'autres gens qui l'aident et qui ont des très bonnes idées. Eddie a toujours été ce genre de joueur et ça a toujours été vraiment un énorme, comment je pourrais dire ça, un énorme respect de jouer une énorme fierté de jouer à ses côtés. Merci. Shox, tu as débuté CS à l'âge de 9 ans. Tu découvres à 9 ans Counter-Strike grâce à ton grand frère. Et la première image de cette émission, c'est d'où vient ton pseudo. On va vous mettre ça à l'écran du côté de Rambo. Cette chaussure, raconte-nous cette paire de Nike. Bon, alors, les miennes, elles étaient un petit peu plus stylées par contre. Hein. Celles-là sont pas très belles. Hein. Mais moi, c'était noir avec des ressorts noirs, avec des petites bulles d'air et tout. Genre, c'était stylé. Non, oui, j'étais au collège. C'était l'époque, je devais avoir 12-13 ans, donc je commençais à jouer énormément au PC. Et dès que j'avais un temps libre, c'était sur CS. Et comme tout le monde, un petit peu, quand on commence comme ça sur les jeux
internet et qu'il faut se trouver un pseudonyme, on a tendance à, selon le pseudonyme, on se dit dans notre tête, putain, si je mets un pseudo, si je mets celui-là, je vais être trop fort. Si non, celui-là, il est nul, je vais être naze et tout. Et donc, du coup, limite, on change de pseudo toutes les heures, quoi. Et au bout d'un moment, dans ma tête, je me suis dit, j'en ai marre de changer. Parce qu'au final, ouais, je mets ce pseudo, je suis fort 2 heures, et après je trouve qu'il est naze, du coup je suis nul. Il faut que je trouve un truc que aussi, si quelque part je veux me faire entre guillemets un nom ou qu'on me reconnaisse, si je change tout le temps, on va pas me reconnaître. Donc, je voulais un nouveau nom, je savais pas, j'avais aucune idée. J'étais sur le chemin, c'était le midi, j'étais externe, j'étais allé manger chez moi. Enfin, au final, plus jouer que manger, hein, parce que voilà. Et en revenant vers 14h pour aller au collège, je marchais tranquillement, sereinement, et j'ai regardé mes pieds, parce que je suis quelqu'un qui regarde souvent ses pieds quand il marche, parce que j'ai peur en fait tout le temps de me prendre un truc et de tomber comme une merde, quoi. Donc ça c'est quelque chose qui me fait très peur. Et au final je portais des Shox, et puis j'ai trouvé ça stylé, et après il y a eu des périodes où j'ai voulu rechanger, mais mon nom était fait, donc c'est un petit peu le même procédé. Pour ça que t'as rajouté des Jésus à la fin ou ouais, voilà, pour un petit peu le personnaliser, tu vois, que pour le styliser, on va dire, parce que je voulais changer, mais si je le change après, tu perds ta fanbase, tu perds les gens qui te suivent et tout, donc c'est pas possible. D'où les Jésus, voilà. Shoxy. Niak, d'où vient ton pseudo? Alors moi j'étais pas très inspiré, donc t'as pris une expression du vélo à avoir un Niak? Non, pas vraiment, mais au final ouais, l'expression a dû jouer, je pense, dans le choix. Mais j'ai vu quelqu'un un jour sur un serveur qui avait ce pseudo et je me suis dit ok. Escroc, le vol de personnalité évident. Zéro créativité pour ça. Ouais. Alors tes premiers pas tu commences à être reconnu autour de 2008 avec tes premiers pas avec Creative. Tu joues aux côtés de joueurs comme Regnam, ASP ou Flexor à l'époque. Est-ce que tu as des souvenirs encore de ce temps-là, et est-ce qu'il y a des joueurs que tu aurais aimé côtoyer un peu plus, peut-être même voir ces joueurs-là sur CSGO? Bien sûr, je me souviens très bien. Alors en vérité, ça a vraiment commencé fin 2007 pour moi avec la KDX LAN, où ça je me suis fait repérer. 2008 avec Creative, c'était vraiment quelque chose de... Je pourrais en parler pendant au moins un quart d'heure, parce que déjà, je trouve que ce qu'ils ont fait avec moi, c'est ils ont fait un gros pari, et aujourd'hui, personne prendrait ce risque-là aujourd'hui. Hein? Personne ne prendrait ce risque-là aujourd'hui. Non, jamais. Je m'explique. Quand ils m'ont pris, il faut savoir que moi, à l'époque, j'avais donc 15 ans, donc je jouais sur le PC familial, et que j'étais autorisé seulement le soir à jouer 2 soirs par semaine, de 21h à 22h30. Ah, ça limite quand même beaucoup. Beaucoup. Et en sachant ça, moi, je pouvais rien faire. Hein, l'autorité parentale, enfin, même si j'ai essayé de me battre corps et âme, au bout d'un moment, ta gueule, voilà. Et puis, je pouvais rien faire. Donc, ils ont pris ce risque de pouvoir faire 4 tracks par semaine avec moi. Tu te rends compte quand même. C'est énorme. C'est dingue comme risque. Et voilà, et je m'en souviendrai toujours que quand je rentrais des cours et tout, à chaque fois, ASP et Regnam travaillaient toute l'après-midi à l'époque. Moi, je me rappelle, on se connectait sur Ventrilo. Peu importe à l'heure à laquelle je me connectais, ils étaient là. Et ils passaient leur après-midi, du coup, vu qu'on jouait pas en équipe ou quoi, à strater, à trouver des nouveaux trucs, etc. Et tout, c'est eux qui ont fait tout le jeu. Et puis au final, ça a payé. Et moi, j'ai réussi un petit peu à m'adapter à ça. Et ça a été une grande fierté. Et en plus de ça, ASP utilisait ce temps libre du fait qu'on jouait pas beaucoup en équipe. Il me demandait de me record en prac. Et lui, je lui ai envoyé mes démos après, il regardait toutes mes démos, et à chaque fois il me faisait un débrief en mode fais ci, fais pas ça, nanani, nana, et il m'a appris comme ça toutes les bases de CS, quoi. C'est tout simple, mais à l'époque j'ai 15 ans, c'est ma première équipe entre guillemets réellement compétitive. Un truc tout bête, quand j'étais flashé, je disais pas que j'étais flashé, quoi. Je disais pas que j'étais blanc, je disais rien. Donc du coup mes potes, ils pensaient que j'avais la visu. Au final moi j'étais caché parce que j'avais pris une flash, et ils m'auraient de dos. Il m'a appris les bases de la communication, dire quand il y avait une smoke, et tout. Enfin plein de trucs, il m'a appris toutes les bases, et ça grâce à un travail qu'il a fait en regardant mes démos. Et c'est voilà, encore une fois, est-ce que quelqu'un aujourd'hui ferait ça aujourd'hui? J'en suis même pas sûr, parce que c'était vraiment un gros travail, quoi. C'est vrai qu'à l'époque, avant tes premières sorties LAN, t'as ce côté où on te considère comme un netteux, un gros netteux. Ah oui, clairement, je me suis fait traiter de cheater énormément de fois pendant toute ma jeunesse. Même quand j'ai fait mon switch sur 1.6, Ostriker disait que je cheatais quand je faisais des pick-up. Il a fallu attendre que je fasse la réseau sur 1.6, qui vienne derrière moi, à l'ancienne. Hein. Pour vérifier. Pour vérifier, voilà. Et là, il a dit d'accord, ok, t'es chaud. Mais avant ça, il pensait que je cheatais. Moi, ce côté-là, être netteux, être cheater, je l'ai toujours pris d'une manière positive, tout le temps. Ça me flattait, en fait. Vu que je savais que j'avais rien à me reprocher, que j'étais 100% légit, je me disais, en fait, le mec en face de moi se dit que je suis tellement fort pour lui que je suis obligé de tricher, alors que je suis légit.
Donc du coup, moi, ça faisait que renforcer ma confiance, quoi. Et à quel moment t'entends parler de Smith? On va vous mettre un kill légendaire à l'image de Smith justement à l'écran. À quel moment tu commences à entendre parler de Smith? À quel moment? Ça, c'est une bonne question. J'ai pas le souvenir précis. Je sais juste qu'au moment où déjà je commence contre Creative, enfin avec Creative, je connais plus ou moins la scène. Donc Smith, je le connais pas plus que ça, mais je sais que c'est un gros nom. Voilà, après, j'en sais pas plus. J'ai commencé vraiment à le connaître quand, à cette réseau-là, parce que lors du chemin du train pour aller à la LAN, donc c'était, je sais plus où est-ce que c'était, mais c'était dans le sud de la France. Est-ce que tu te rappelles de ce kill? Oui, c'était à la Digital Alsace. Mais ça, c'était après. Ou avant, je sais plus. C'est avant. Avant. 2007. Donc oui, non, je l'avais vu avec Fnatic et Exertion qui étaient les numéros 1 mondiaux à l'époque, très très fort. Et ma première rencontre avec Eddie, c'est très simple. Je me rendais à la réseau à l'époque avec mon manager qui s'appelait Santa. J'avais 15 ans, donc je devais le retrouver à une gare où on avait une escale parce que moi je paniquais à 15 ans, première fois que je prends le train, le TGV et tout, genre j'étais j'ai peur maman, j'avais peur de me perdre et tout, il y avait 30 minutes d'escale, je me disais mais je vais jamais trouver le train et tout, enfin voilà, paniqué total. Donc il m'a accompagné et au final à la fin c'était un TER qui rejoignait Bordeaux à la petite ville de la réseau, je sais plus ce que c'était le nom. Et dans le TER il s'était arrivé qu'il y avait Eddie et je sais plus qui. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et lui directement il m'a pas respecté quoi. Je me suis assis à côté de lui et tout, il m'a fait ah c'est toi là Choc, c'est toi le netteux là et tout, mais tu sais que tu vas rien faire, mais on va te défoncer, mais t'es un noob et tout. Moi j'étais tout timide, j'étais là mais non mais pourquoi tu dis ça et tout. Il disait mais arrête, de toute façon t'es vraiment qu'un noob et tout, je vais te défoncer, voilà. Il m'en a mis plein la gueule pendant 45 minutes de TER et là dans ma tête je me suis dit toi t'es vraiment un gros connard quoi. Et en 2008, tu te retrouves à remporter justement une Atomic Réseau contre l'équipe de Smith. C'était Web One à l'époque. Ouais. Il jouait notamment finale. avec Jojo, Smith, Lords, Day. Ouais, c'était pas en finale, c'était en demi. Là en finale on a joué H2K qu'on a ratatiné. Smith, Et putain comment je jouais à l'époque, regarde ma main et ma souris quoi, ça veut rien dire quoi. Est-ce que ça te manque un peu ces LAN françaises ou pas du tout? Oui et non. Quand tu vois Scream par exemple qui va faire quelques LAN françaises, là il vient d'enchaîner quelques LAN, est-ce que toi ça te manque? T'as envie de le faire? Rejouer avec des potes? Oui et non. Le fait de jouer en mix aujourd'hui ne m'intéresse plus. Parce que je prends beaucoup plus de plaisir vraiment à jouer en équipe. Genre même les pick-up et tout, j'en fais de temps en temps, mais je prends moins de plaisir. C'est vraiment le jeu en équipe qui me fait vraiment kiffer beaucoup plus qu'avant. Le fait de devoir ramener son PC, son écran et tout, ça me manque pas du tout. Clairement pas. Après, ce qui me manque, c'est plus l'ambiance. C'était vraiment tranquille. Tu prends un café, tu vas à la buvette, tu parles. Le soir, tu fais une soirée à l'hôtel, tu reviens, tu joues toute la nuit, tu dors 3 heures, mais tu t'en fous. C'est un week-end, t'es en LAN, t'es là pour jouer à CS, quoi. T'es pas là pour avoir une vie ou dormir, quoi. T'es là pour geeker, quoi. Donc non, franchement. Il y a certains côtés qui manquent, d'autres qui manquent pas, mais avant tout, j'en garderai toujours un très 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 bon souvenir. Niak, toi à ce moment-là, on est en 2008, tu fais tes premiers pas en tant que manager sur Counter-Strike justement. Ouais, j'avais fait la réseau justement. J'étais chez Web One à ce moment-là. Et effectivement, après Web One, une semaine avant la LAN 79, en 15 jours, 3 semaines plutôt, on est rentré chez H2K. Et donc, c'est là où j'ai commencé à vraiment m'occuper d'une équipe. Et pourquoi tu as décidé de faire ce pas vers le sport électronique et le management d'une équipe de Counter-Strike particulièrement? Alors, pendant que je faisais du sport, j'ai eu des périodes de blessures et mon frère jouait à Counter-Strike. Donc, j'ai joué pendant que j'étais blessé. Je me suis pris au jeu. J'ai vu qu'il y avait un milieu compétitif et c'est ça qui m'a plu. Et quand j'ai décidé d'arrêter définitivement le sport, j'avais au final suffisamment de contacts dans le milieu pour pouvoir éventuellement garder un pied dans la compétition d'une manière différente. Et c'est ce que j'ai fait. Et le job de manager de l'époque par rapport au job de manager d'aujourd'hui, est-ce qu'il a vraiment changé? Ça a évolué quand même. Effectivement, on n'a plus les mêmes, on n'a plus les mêmes responsabilités. Il y a quand même, à l'époque, on se déplaçait sur des LAN en France où c'était assez restreint. Aujourd'hui, c'est autre chose. Mais ouais, au final, ça reste, ça n'a pas radicalement changé. Il y a plus de responsabilités, disons. On est toujours en 2008, quelques mois plus tard, vous allez commencer à jouer ensemble avec Smith, c'est votre première aventure, vous êtes sous le tag Imlet avec ASP, Ragnam et Matteo. L'aventure va durer que 3 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, il y a des petites anecdotes marrantes à raconter à propos de ça. Ils m'avaient kick pour Jojo. Ils ont fail la LAN 79, je crois, avec le fameux quand KRL castait
et Jojo était dans le trou et qu'ils disaient mais Jojo mais tue-le, mais t'es nul, mais Jojo mais t'es nul et tout, quand il arrive pas à le toucher et que le mec diffuse là sur D2. Ça c'était assez mythique. Et après on a fait un bootcamp chez Eddy. Il faut savoir que le premier jour, moi je suis arrivé, j'étais tout timide, je suis resté sur le PC pour jouer jusqu'à 6-7 heures du matin. Lui il est allé se coucher, il m'a dit ouais bah rejoins-moi, voilà. Et quand tu vas être couché, je fais ok, pas de souci. À un moment je veux aller me coucher, j'arrive dans la chambre, puis c'était un lit double, il avait qu'un lit double. Et puis il était un petit peu en diagonale, on va dire, il prenait un petit peu de place quoi. Et toi étant timide. Et ouais, moi j'étais trop timide, je savais pas où mettre et tout, j'ai fait ben non, je peux pas quoi. Donc du coup, je suis retourné dans la salle où il y avait les PC, sur le parquet, j'ai pris ma veste, je l'ai mis comme oreiller, j'ai dormi par terre sur le parquet. Donc là, peut-être, t'es en train de nous dire que c'est peut-être l'intégration sur cette première aventure qui a été l'élément un peu bloquant sur le fait que ça dure que 3 mois. Non, rien à voir. Rien à voir. Je dis juste une petite anecdote parce que je trouve ça marrant. Ah d'accord. Parce que tu voulais parler de Eddy et moi, et donc pour montrer comment notre Vous n'étiez pas si proche que ça. notre du coup, au amitié début. voilà, a commencé, c'était très folklorique. Parce qu'au final, après, il s'est réveillé et le premier truc qu'il a fait, tu vois, c'est du Eddy tout craché, tu vois. Je sais pas, une personne normale a fait mais qu'est-ce que tu fais et tout, pourquoi t'as fait ça et tout. Lui, il m'a regardé, il a tapé une grosse barre en me réveillant, il a fait mais qu'est-ce que tu fais, espèce de clochard et tout. Je fais ok, d'accord. Donc voilà, parlant vis-à-vis d'Emulate, j'ai un gros... Ah oui, si, je me souviens. Pourquoi ça a pu marcher? Ça n'a pas marché parce qu'après on a fait un bootcamp. Donc ce bootcamp était fait pour la I34, si je dis pas de bêtises. Sur lequel on fait top 3. Très déçu parce qu'on avait plus de 115 heures de jeu chacun, on avait cramé le jeu et qu'on fait top 3. Enfin c'était naze, on voulait gagner. Et il s'est passé des choses en interne que normalement on dit pas. Mais voilà, des choses qu'il y a des gens limite, ils étaient à 2 doigts de se frapper, vraiment. Donc du coup, ça pouvait plus continuer, quoi. En 2009, vos chemins vont se recroiser et ça va être le début d'un long périple chez Very Games où à chaque fois Smith va rejoindre Very Games, tu vas rejoindre après, puis il va y avoir des kicks, Smith va te suivre de manière très régulière. Et là, vous êtes sur la scène de la Gamers Assembly que vous allez remporter cette année-là. Putain, il était vraiment mec comme un clou, quoi. C'est dingue, quoi. Et toi, Jérôme, tu es également présente à cette Ah oui, j'ai Gamers pas vu la Assembly. petite tête à gauche. Ouais, effectivement, ouais, avec Redline. Et c'est ma petite tête qu'on voit effectivement à gauche. Et, Je suis très content moi de cette Gamers Assembly et de cette victoire parce que on a, si je me souviens, on n'a pas eu trop de difficultés, je crois, en finale. On vous a assez défoncé. Non. Ouais, Et on avait réussi un bon début de side. Quelque chose. C'était un petit peu le début des bonnes choses parce qu'après derrière on va à l'Inter là, c'était quoi? À Londres, je crois. Je sais plus comment ça s'appelait. Bref, on gagne aussi, où je suis MVP là, mon premier titre d'MVP, et c'était un petit peu le début de la gloire. Donc ouais, non, c'était vraiment top. Vous allez continuer votre aventure ensuite chez LDLC, puis Rocat aussi. Et en 2011, on se retrouve en 2011 pour à nouveau vos chemins qui se séparent. Avant une victoire à l'ESWC, vous allez rejouer ensemble. Vos chemins se séparent. Vous allez vous retrouver en finale de la MaxLAN 2011 avec des équipes différentes. C'est la finale 3D Max dans laquelle l'équipe dans laquelle tu joues face à Smith. On se rappelle tous de cette LAN parce qu'il y a eu des problèmes techniques, ça a pris beaucoup de temps et au final 3D Max s'impose 3-1 en grande finale. On t'a à l'image là au premier plan, tu avais un superbe t-shirt G-Star de grande qualité. Merci, ça me fait plaisir. Et tu remarques à côté, le petit à côté, c'est qui? Waouh. Il joue avec moi aujourd'hui. Kenny S? Non. Non. Apex. Oui. Apex. Eh oui. Ah oula. Pas très viril à l'époque. Hein. Tu lui diras qu'il a quand même pris un peu du beat depuis le temps. Je lui dirai. T'as en mémoire cette finale? Bah bien sûr. Et au 4e rang, c'est le petit Adil aussi. Avant qu'il ait Adil, 30 kilos de muscles et une coupe fashion, voilà à quoi il ressemblait. Non, très bon souvenir. Il faisait pas de muscu non plus là. Hein. Non. Très bon souvenir. C'était top, magnifique. On venait en tant qu'outsider. VG était ultra favori. On joue très bien. Au final, on gagne 2-1, mais limite, on doit gagner 2-0. Et ouais, enfin, on s'y attendait nous-mêmes pas en fait. Déjà, être arrivé jusqu'en finale, c'était pour nous déjà une très bonne performance parce que si mes souvenirs sont bons, il y avait une équipe avec KRL aussi à ce moment-là. Et c'était voilà, et c'était eux à la base les deuxièmes entre guillemets favoris français quoi. Et c'est nous ou vous qui les avez battus? On les a battus. Hein. Voilà. C'est nous qui les avons battus. Et LDLC était là aussi dans ce tournoi avec Isoka entre autres. Voilà.
Et du coup, on arrive à se griller jusqu'en finale, donc on est super content. Puis alors là, quand on les gagne, enfin c'est voilà. En plus, moi personnellement, je fais un très bon match, donc j'étais aux anges. Jérôme, tu étais manager. On a des documents de l'image de l'époque en vidéo, on va vous les montrer. Niak, à l'époque, tu étais manager de cette équipe Very Games. Ça a été un moment difficile ou pas cette défaite? Parce que vous arrivez vraiment en grand favori. Regnam dit avant le tournoi, on est les grands favoris. En plus, cette équipe 3D Max, on est super confiants. On les a battus il n'y a pas longtemps, sur la haine d'avant. C'est ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que après avoir battu LDLC, on avait le sentiment que c'était terminé. Enfin, en tout cas, certains dans l'équipe avaient le sentiment que c'était fini. Et au final, c'était loin d'être fini, puisque 3D Max était bien meilleur que LDLC sur cet événement. Sur cet événement, ils ont mérité de gagner ce jour-là. Ah ouais, on les a battus 16-2, on est confiants, ils faisaient trop le mec. avec Smith juste à côté de Regnam. Ça, c'était. Ouais, ils faisaient la paire, les deux. Hein. niveau interview d'avant-match, ils faisaient la paire. Ouais, non, c'est. Enfin, ils méritaient de gagner. Franchement, individuellement, ils avaient été très très chauds et on n'était pas forcément dans la bonne mentalité, donc voilà. Easy. Vous allez rejouer ensemble en 2011 pour le SWC, le seul SWC organisé sur Counter-Strike Source. Vous allez le remporter. C'était un vrai moment de fierté, ce moment. C'est l'impression de gagner la Coupe du Monde dans une scène qui est, on va dire, CSS un peu en recul médiatiquement par rapport à Counter-Strike 1.6 à l'époque. C'est un grand moment de gagner devant le public français dans un événement international de ce calibre-là. Alors oui et non. Le truc qui vraiment était différent à cette SWC et pourquoi c'était vraiment super kiffant, personnellement c'est déjà que ma famille avait fait le déplacement, donc j'étais super fier devant eux. C'est la première fois, si je dis pas de bêtises, qu'on joue avec autant de personnes devant nous, donc c'était génial à ce niveau-là. Après en soi la victoire, elle était plus normale et d'un devoir que belle et géniale. Dans le sens que ça faisait presque un an qu'on dominait la scène, on était archi favoris de dingue. Il n'y avait aucune équipe qui nous posait problème, on gagnait tous les tournois, c'était la première fois qu'il y avait vraiment un titre à gagner. En fait, il fallait juste avoir le titre sur le papier, on devait l'avoir, tout le monde nous le donnait, mais il n'y avait pas de compétition pour. Donc c'était juste en fait un devoir de le prendre ce titre. Grosse pression à ce moment-là, Niak, sur tes épaules? Bah du coup ouais, c'est ce que dit Richard, effectivement on gagnait tous les tournois et arrive le vrai championnat du monde, celui qui est censé décerner le titre et il fallait qu'on gagne. Donc en plus... J'ai toujours été dégoûté qu'on me voyait pas sur cette photo. Ouais. T'étais caché où? Derrière on m'a pas laissé de place sur le podium. Bravo. Je me suis fait victimiser. Ouais. Il y a un bras qui te cache, pourtant il n'est pas large. Mais bon, ouais, effectivement, c'était particulier, mais ça reste un bon moment et ça reste un bon souvenir. Quoi. En fait, ça a concrétisé notre période sur CS, quoi. Enfin, sur CS Source, pardon. À l'époque, tu t'entends pas très bien avec Existence, tu vas être kick de la line-up et là, Smith va te suivre et vous allez créer ensemble TT Dragons. C'est à ce moment-là précisément que l'amitié passe un cap ou vous étiez déjà devenus super proches à ce moment précis? On était déjà très très proches, vraiment. D'ailleurs, je crois que c'était pas cette époque où on mettait SS entre crochets dans nos pseudos. Ouais, si. Voilà, pour Shox et Smith. Et on se faisait taper du doigt par le manager et tout en mode mais pourquoi tu joues à CS, t'as SS au fond de ton pseudo là, ça peut être mal pris. Hein. Ouais, bon aujourd'hui il faudrait faire attention. À l'époque, voilà, c'était pas trop ça, mais c'était plus en mode qu'ils trouvaient qu'on était. Ça empiétait trop en fait, ça divisait le groupe de 5 en 2 et 3. Donc on se faisait un petit peu engueuler là-dessus. Après ouais, je pense que ça a pris un petit peu un tournant. Je m'attendais pas forcément à ce qu'ils me suivent, en toute honnêteté. Mais parce qu'à l'époque, vous avez le meilleur statut qui puisse exister sur CS. Vous avez un salaire, même si c'est pas par rapport à ce que vous gagnez aujourd'hui, ça reste un peu ridicule. Mais vous êtes dans une situation super confortable. Ah clairement. Et puis ce qui est marrant, c'est qu'au final, le petit là à côté là, ils nous ont fait un petit coup de Trafalgar, hein, parce qu'ils savaient qu'on était très très proches. Du coup, au moment du kick, comment ça a été fait? Ça a été fait sur TeamSpeak. Jérôme m'a switché. Voilà, pour m'annoncer. Bah oui, écoute, on balance, ça va, c'était il y a 6 ans, voilà. Bon alors Jérôme, raconte, y a pas de souci. Après on veut ton point de vue. Hein. Attends, laisse-moi finir l'histoire. Et donc au final, il me switch sur TS, et il laisse les autres de l'autre côté et tout. Moi dans ma tête, moi je suis naïf, je suis innocent, enfin tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et je me dis, bon qu'est-ce qui se passe quoi, voilà.
Et puis en gros là il est en train de m'annoncer qu'il me kick. Est-ce que déjà à l'époque il prend des formules, tu sais, il prend du temps et tu sais pas où est-ce qu'il veut en venir directement. Toujours. T'as l'impression qu'il est proche de toi, mais il est en train de prendre du recul et puis d'un seul coup, paf, il t'annonce la nouvelle. Ouais, c'est toujours comme ça, c'est du Jérôme, encore aujourd'hui. Hein. Mais c'est ce qui fait son charme, on va dire. Et au final, il s'est avéré que à ce moment-là, Eddie me PV sur Steam. Il me dit ouais, qu'est-ce qui se passe quoi? Je dis mais gros, je suis en train de me faire kick quoi. C'est abusé et tout. Et moi dans ma tête je me suis dit putain il est en train de me faire un coup de pute, genre même pas Eddie il me l'avait dit ou quoi que ce soit et tout. Et en fait Eddie me dit sur Steam ils sont en train de me dire la même chose. C'est-à-dire que toute l'équipe VG était au courant sauf Eddie et moi. Ils l'avaient volontairement pas dit à Eddie parce qu'ils avaient peur de sa réaction. Donc en fait pendant que Jérôme me l'annonçait, les autres joueurs, là, notamment Exi, l'annonçaient à Eddie sur l'autre channel du TES. Donc là c'était très très marrant quoi. Et du coup Eddie décide de suivre et de quitter l'aventure aussi Very Games. Exactement. Jérôme, ton point de vue, comment ça s'est réellement passé? Non, mais ça s'est passé comme il le décrit au final. Après, si on n'en avait pas parlé à Eddie, c'est qu'on savait très bien que si on lui en parlait, Richard le savait dans la demi-heure. Donc il fallait que ce soit nous qui l'annoncions de toute façon. Après, c'est pas une décision qu'on a prise. Enfin voilà, disons qu'il y avait déjà à l'ESWC, pendant la préparation de l'ESWC, il y avait des tensions. À ce moment-là, Richard s'en rendait pas forcément compte. Et voilà, et après ça a fini. Enfin après le SWC, ça a été. On a fait un autre tournoi, on était vachement. Enfin il n'y avait pas un groupe soudé. Et voilà, on a pris la décision qui de toute façon devait être prise à ce moment-là. On n'avait ni la maturité ni le recul de faire autre chose. Donc, Est-ce que ça a été le kick le plus difficile à digérer ou pas du tout? Non. Il y a eu pire. Loin de là. Le pire, on sait tous lequel c'est. Mais ça commence par N, ça finit par V. Ouais, voilà. Mais je voulais juste dire que ce kick-là était largement mérité. Enfin voilà. Comme la plupart dans ma carrière, tu me diras. mais voilà, celui-là était très bien mérité. Enfin, j'étais un gros con hein, pour l'anecdote. Enfin, au-delà du fait qu'il y avait des tensions en interne et que Exi et moi ça allait pas trop et tout. À ce moment-là, Razer allait sponsoriser Very Games. D'accord. C'était la première fois qu'un gros nom allait donner de l'argent à une structure pour se déplacer et tout, parce qu'avant les déplacements n'étaient pas payés ou quoi que ce soit. Donc c'était très bien, c'était du positif. Sauf que Jérôme a essayé de me l'expliquer, mais moi non, moi je le comprenais pas, j'étais dans ma bulle avec ma petite Sensei Steel Series, mon QCK Heavy, et puis tout ce que tu es en train de me dire, c'est de la merde quoi. Parce qu'au final, le sponsor de Razer voulait du coup qu'on joue avec le stuff Razer. Et moi j'étais là, mais non, jamais de la vie je signe, jamais de la vie je joue avec Razer, c'est de la merde et tout. Enfin, le petit con de base quoi. Enfin, avant de revenir sur votre parcours sur CSGO, on va jouer un peu. Jérôme, on va voir si tu connais vraiment bien Smith et Shox. J'ai préparé quelques questions. Oh là. Alors du coup, Wikipédia à mort, il a fallu trouver des trucs un peu sympas. Comme Smith c'est pas là, il y a 2-3 trucs un peu moins bien, mais on va y aller. On va y aller quand même avec cette première question. Est-ce que t'es prêt Rambo? Allez, on y va. Première question. Shox a joué dans une équipe Counter-Strike 1.6. Et il a fait, je crois, 1 mois dans une équipe, c'est ça. Est-ce que c'était chez Dimension 4? On est en 2010. Ah, c'est classe, en mode question pour un champion. Ah oui. Bon, par contre, c'est pas très cadré. J'ai presque quasiment autant de cheveux que Jean-Pierre Foucault, on est bon. Dimension 4, réponse B, Emulate. Réponse C, Rocat. Réponse D, Team LDLC. Alors, j'hésite entre 2 équipes. Pour moi, c'est. T'hésites entre qui et qui? J'hésite entre Dimension 4 et LDLC. Et tu as un joker? Ouais, du coup franchement j'hésite. J'aurais dit Dimension 4, mais j'ai un petit doute. Est-ce que c'est ton dernier mot? Je dirais Dimension 4, mais je pense que je me trompe. En fait, c'est la bonne réponse en fait. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Il allait changer. Non, j'allais juste te dire. D4 Gaming. J'allais juste te dire qu'au final, dans mes souvenirs, D4 est devenu Team LDLC. Oui, D4 est devenu après Team LDLC, okay. mais beaucoup plus tard. Ah ok. Pourquoi ce petit switch sur 1.6 Shox? Parce qu'on gagnait tout sur source et que il y avait des vrais défis dans une vraie scène compétitive. Ouais, en fait l'équipe rimait plus à rien. Enfin c'est triste à dire, mais on gagnait tout alors qu'on avait 5 heures de jeu quoi. Enfin, on jouait même plus, on arrivait en LAN, on gagnait. Enfin, il y avait plus de challenge. Moi, ce que j'aime bien dans CES, au-delà du fait que j'adore le jeu, que c'est ma passion, c'est l'aspect vraiment compétitif, de toujours essayer de se surpasser, d'être le meilleur. Là, au final, il y avait plus ça. Les gens n'avaient pas de niveau. Et du coup, je voulais vraiment me battre et
et devoir cravacher pour être le meilleur, quoi. Du coup, c'est pour ça que je suis parti. Et en plus, je sentais que au bout d'un moment, on arrivait à gagner comme ça, mais ça allait pas durer des années. Et plutôt que de perdre un jour parce que au final, bah ouais, on joue plus et que le talent c'est bien, mais au bout d'un moment, bah les gens qui bossent, ils vont nous dépasser, quoi, ce qui est normal. Je voulais pas arriver à cet ultimatum-là. J'ai essayé un petit peu d'en parler à l'équipe, personne n'avait envie de bosser et tout. Enfin voilà, c'était un petit peu la fin. Plutôt que de finir sur une mauvaise note, j'ai préféré partir en tant que prince, dirons-nous, pour aller vers de nouveaux horizons. Donc tu joues sur un point 6. Deuxième question pour toi, Niak. On va s'intéresser la ville d'origine de Shox. C'est une ville d'Île-de-France. Alors j'ai pris des villes limitrophes, hein, pas trop loin pour compliquer un petit peu. Tu noteras qu'il y a beaucoup de mots brie. Alors est-ce que c'est Saint-Maur-des-Fossés, Sucy-en-Brie, La Queue-en-Brie ou Marolles-en-Brie? Alors écoute, là j'ai aucun doute du coup. C'est facile. Ouais, je gère quand même quelques envois de temps en temps, donc c'est Sucy-en-Brie pour le coup, mais la Queue-en-Brie, il y a pas mal de créativité là, c'est pas mal. Non mais Alex, vraiment. C'est vraiment léger. C'est juste à côté. Tu y retournes de temps en temps? Maintenant, t'es parti vivre dans le sud de la France. Tu y retournes de temps en temps? Honnêtement. Cette magnifique église. Ah bon? Ah oui. Ah oui, exactement. C'est au centre-ville. Oui, j'y suis déjà allé une fois. Et à côté, à droite, en fait, on voit pas. Mais il y a Dans sa ville, il est déjà allé une fois. À droite, on voit pas, mais c'est là où il y a le docteur. Et puis côté gauche, c'est là où il y a genre la banque, le tabac, enfin voilà, un truc comme ça. Est-ce que j'y retourne souvent? En toute honnêteté, entre les agendas, les déplacements et ma vie en bas, non, pas vraiment. J'essaye quand même d'y monter maximum une fois tous les 2 mois pour voir ma famille, parce que c'est très important, vraiment. Et pour les anniversaires, voilà, ce genre de choses. Donc non, j'y monte pas souvent, mais j'essaye quand même d'y passer maximum une fois tous les 2 mois pour garder un contact avec la famille, parce que c'est important. Smith est originaire de Beaumont, c'est dans le 63. Il y a une fête très connue localement. Je sais que tu es déjà allé là-bas faire la fête. Ouais. Alors comment s'appelle cette fête? À Beaumont. À Beaumont. On va vous mettre les noms. La fête des cornas, à pas confondre avec la fête des connards. La quoi? La cause des vaches de sable. Attention, la faute d'orthographe, c'est écrit la course. Normalement sur le script, merci Rambo. Le festival des volcans. Ou la réponse D, le truc là. Rapatonadas. Bravo, t'es espagnol. Alors écoute, j'en sais strictement rien. Et si je devais faire par... Tu connais pas? Non, je connais pas. Tu connais toi? Bien sûr. Ah ouais? Bon, si j'avais fait un... Ouais, j'aurais dit le festival des volcans, mais... Ah non, du tout. C'est la réponse A. La réponse A, on a trouvé une petite photo assez sympa. On va vous montrer, voilà, Obélix avec un menhir et la fanfare derrière. C'est magnifique. Tu connaissais vraiment Shox ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, ok. Il y a une personnalité célèbre qui est née également à Beaumont, dans cette magnifique ville. Propositions vont arriver à l'écran. Gérard Depardieu. Quelle est cette personnalité? Est-ce que c'est Audrey Tautou, Richard Virenque, Vercingétorix ou Marcel Pagnol? T'as pas trop briefé Smith en fait. Non, pas du tout. Au final, honnêtement, là, je suis pas. Ça, c'est des questions qui je sais pas si j'aurais été capable d'y répondre. J'aurais bien aimé savoir. Mais ouais, je sais pas. J'aurais dit Marcel Pagnol pour le coup, mais. Tu dirais quoi, Shox? Richard Virenque. Ah non, il peut te le dire tout de suite, c'est pas possible. Non, c'est Audrey Tautou qui vient de la même ville. Et dernière question. C'est une actrice. D'accord. Une actrice. Sur cette photo de Shox et Smith, ils jouent chez TT Dragon. TT Dragon, c'est vos adversaires numéro 1 en 2011 chez Very Games. On a la photo, on va vous la montrer. Par contre, il faut arrêter de mettre un S majuscule à mon pseudo et il faudrait rajouter un petit H à Smith. Regarde comme ils sont beaux. Rambo. Ouais, Rambo. Rambo qui fait des fautes d'orthographe. Rambo qui recopie pas bien les questions, c'est propre. Elle est belle cette photo, je l'aime bien. C'est vrai? Ouais. Alors, quel est lequel de ces joueurs n'est pas coéquipier de Shox et Smith? Est-ce que c'est Uzi? Est-ce que c'est Scream? Est-ce que c'est Malek, le vrai Malek? Ou est-ce que c'est MK? Ah mais ça, je vais pouvoir te répondre. C'est facile, mais t'es bête.
Je vais pouvoir te répondre puisqu'il était dans mon équipe. Mais du coup, oui. Ah mince. Je suis surpris, c'est pour voir s'il connaissait vraiment bien son équipe en fait. Ah oui, Il a volé un PC, donc je peux dire pas s'en que... souvenir. Alors, on a cru comprendre, donc du coup c'est MK, c'est ça. Oui, c'est MK pour le coup. On a cru comprendre, je voulais en Merci, rebondir sur ça, Rambo. dans le dernier Flickshot, que ça aurait été une histoire pour le Et faire Uzi, kick. il y a un grand U et Malek, ça s'écrit pas comme ça non plus. C'est un petit M et un petit K. Une histoire pour le faire kick, qui c'est qui a dit ça? C'est dans le dernier Flickshot, Ah bon? non? Bah écoute, je l'ai pas écouté, mais non, absolument pas. Pour ceux qui étaient présents. Oui, pour en moi témoigner. j'ai pas écouté, mais j'ai entrevu comme quoi apparemment c'était un coup d'état monté exprès pour vous le kickier, un truc comme ça. Non, mais ça Ouais, va c'est loin. c'est ce Ça qui va était loin. dit dans le Flickshot. Ouais, non, bah écoute, voilà. Les gens qui étaient présents. Honnêtement, D'où pour le avoir fait témoigner. que je le laisse dans la question. Honnêtement, pour avoir été sur place et vu la tête rouge de Jérôme avec sa veine qui ressort en général, c'est que c'est pas du fake. Laquelle de veine? À quel Sur le endroit front, précisément sur le son front, quand ça fait un V Ouais, comme ça. On ça fait verra, un V. peut-être qu'elle ressortira à un moment. Ah, j'ai préparé eu deux questions sur lesquelles ça peut revenir dessus. On va passer à la partie 3 de cette émission. La partie 3, c'est CSGO, l'aventure commune avec Smith, là encore. Pourtant, cette aventure sur CSGO commence dans deux équipes différentes, puisque toi, tu galères un petit peu du côté de IMG, Millennium, JAS, Epsilon. Tu n'arrives pas à te qualifier pour le SWC même en 2012. Et lui, il J'avais est... la scarlatine. Pardon? Voilà, j'avais la scarlatine. C'est-à-dire? Bah, tu connais pas? Non. C'est une maladie. À la base, c'est une maladie infantile que je crois qu'il y a que les petits qui l'ont, genre les bébés ou quoi. Et il s'est avéré que la veille, j'avais eu un contact avec mon neveu. Et puis au final, bah, j'ai appris après que je l'ai chopé de lui, quoi. Et c'est très très dur. C'est genre 41 de fièvre, des boutons partout, enfin genre dans le mal total, quoi. Et j'ai dû jouer comme ça. C'était très difficile. Et donc lui, Ouais. Smith, c'est chez Very Games avec toi. Retour rapide sur la période où vous avez dominé un petit peu avec VG. Seul ouais. problème, c'est que vous n'arrivez pas à battre les NIP, même à NIP, l'ESWC. Ouais, ça a duré un an effectivement. Et non, mais au final c'était une belle, enfin ça reste une belle année pour nous. On avait quand même atteint les finales de pas mal de tournois. Et ouais non ça, enfin difficile parce que on s'était fait de NIP au final une montagne qu'on aurait eu du mal à franchir au final, enfin qu'on a franchi que très tard. Et mais ça reste quand même une belle année. Est-ce que si tu penses que je crois que c'était présent dans cette équipe à ce moment précis, vous auriez pu battre NIP ou pas du tout? Fais gaffe, il est à côté de toi. Ouais, non, mais si. Enfin, de toute façon, Richard apporte dans des équipes. Je pense qu'on aurait pu les taper sur un ou deux events avant qu'ils se rendorment. Après, ça aurait été. Non, mais ouais, non. Disons que, ouais. Enfin, de toute façon, il aurait. Ça, c'est un petit pic, ça. Non, mais maintenant, ça, c'est même. À l'époque, effectivement, il avait ses bonnes périodes et voilà. Mais C'est mieux maintenant. il est capable de. Enfin, il aurait apporté un plus, c'est sûr. Ouais. Et finalement, tu vas rejoindre Very Games en 2013 et tu vas remplacer Kenny S. Donc, ça n'a pas l'occasion de jouer avec lui. Et oui et non. Moi à l'époque, comme tu dis, je savais pas. J'ai essayé plusieurs trucs et tout. J'avais fait une interview à Shell TV où j'avais dit si VG me propose, j'accepterais. Qui avait été très mal perçu par VG, un petit peu la communauté en mode ah ouais, il se fait pas chier lui et tout. Moi pareil, hein, c'était d'un air totalement innocent quoi. C'est juste que j'étais honnête et que si jamais il me proposait. Bah j'aurais dit oui c'est tout, ça sous-entendait rien du tout, surtout qu'avec une équipe avec Jérôme et tout, la confidentialité c'est 200%, donc de toute façon je ne savais absolument pas ce qui se passait dans l'équipe, donc voilà, et du coup moi j'ai tenté un projet européen avec Guardian Stavros, un truc du genre, bah, je me confonds tout le temps les deux, ou je sais même plus si c'est le nom de Pokémon, enfin je confonds tout le temps, et Clay, le turc. Et on avait fait un tournoi sur internet, on avait gagné tout le monde, on avait explosé tout le monde, c'est super bien passé. Et je pense qu'on avait de l'avenir, franchement on était vraiment bon, mais il s'est avéré que VG m'a proposé genre 3 semaines après le début du projet, donc du coup bah, je suis allé chez VG. À la base, c'était pas pour aller chez VG, mais c'était totalement innocemment et tu t'es retrouvé chez VG 3 semaines après, ce qui peut être mal pris du coup pour une partie de la communauté. Parce que ça faisait un peu appel du pied. C'est ça, c'est l'idée. Moi c'était pas un appel du pied, je pense que c'était 50-50. Je pense que c'était en mode, bah, je dis la vérité. Et d'un autre côté, en fait, c'était, je pense, pour me rassurer parce que je me voyais pas les PV Jérôme et lui dire, yo, je suis là, tu vois. Là, je trouve que ça aurait été abusé. Et d'un autre côté, je sais très bien que quand des fois tu as des doutes dans ton équipe, tu vas pas aller PV un autre joueur tant que t'es pas sûr à 100% que tu veux changer. Donc, c'était une manière subtile de dire que si jamais vous pensez à changer, t'as pas besoin de me PV, sache que je suis prêt.
T'avais saisi. Ouais. Pas subtil du coup. Pas vraiment subtil. En 2014, VG ferme ses portes et vous allez à l'époque rejoindre Titan. Titan, un tag quand vous rejoignez la line-up. Ma pire photo du monde, celle-là, on me l'a mise 2 ans sur les sites, vraiment, je n'en pouvais plus. C'est vrai? Mais regarde-moi ça, tu vois pas que mon œil à droite là, il part en couille, il y a un bug quoi. J'ai une oreille de Dembo, j'ai la bouche de Traviol, j'ai un long cou, ça veut rien dire cette photo. Franchement, Vivel Dop était sponsor de Titan à l'époque, je pense que c'était un super coup marketing. Ouais, c'est vrai que c'était pas mal. Mais ouais, effectivement, la photo est pas terrible. La photo était pas terrible. Ouais, donc. Quelle image vous gardez de Titan finalement? On a l'impression que ça a été finalement le tag de la poisse. Ouais, au final, c'est un peu ça. Hein. On n'a pas brillé avec ce tag-là, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et encore, il y en a qui s'en sont extraits plus vite que d'autres. mais non, je pense que. Ça puait la défaite. Il y avait la malédiction Major, VG. Je pense honnêtement, ce qui a plombé cette aventure, ça a été la Gaming House au départ, parce qu'on n'était pas, c'était pas un modèle qui était viable, en tout cas pas avec nous. Et voilà, donc ça a emmené au départ de Richard dans un premier temps, et puis ensuite à la création de HackDLC, puisqu'au final ça a emmené à ça. Et puis derrière on a eu des difficultés, il y a eu l'affaire. Il y a eu une affaire. On y reviendra un peu plus tard. Ouais, si tu veux. Okay. On en parlera quand même. Du coup, pour voir la veine en V là, en Cali. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Été 2014, donc se crée le premier shuffle, le premier gros shuffle où vous allez créer Mercenary puis rejoindre Team LDLC. C'est le début peut-être de la plus belle époque qu'on ait connue en France sur CS:GO dans cette line-up. 4 joueurs voulaient jouer ensemble principalement. C'était NBK, Shox, Smith et Kiyoshima, et Happy arrive un petit peu comme le 5e. Raconte-nous un petit peu comment s'est créée cette line-up. On sort de Cologne, du Major de Cologne, moi Epsilon et Nathan avec Titan, donc eux passent pas les poules, moi je finis 8e, en quart de finale. Et le DLC je crois va... Et le DLC jusqu'en demi. Jusqu'en demi et perd contre NIP sur Cobblestone. Contre NIP ouais, NIP, voilà. À la fin de la LAN, je vais pour prendre le train à Cologne pour rentrer gentiment dans ma petite maison. Et je reçois un message de Nathan, un SMS, une phrase du style bon, tu veux regagner ou pas? Voilà. Moi, direct, je saute dans le bain. Excusez-moi. Avec Epsilon, je savais que c'était un petit peu une équipe de battement, on va dire. Qu'on n'allait pas faire des top 1 avec et tout. Voilà, j'essayais un petit peu de faire au maximum. J'étais déjà très fier qu'on ait passé les poules. Sauf qu'on est dans une poule avec Nip et le Riser qui à l'époque était très très fort et qu'on leur avait mis 2 sauces. Donc j'étais très fier. Bon, après, je savais que ça allait pas aller beaucoup plus loin. Donc je saute sur l'occasion. Après il me dit tu penses à qui? Moi je dis Kyo. J'ai joué avec lui, donc j'étais avec lui chez Epsilon. Tu dis même pas Smith en premier. Je sais plus de quel ordre, mais en gros, en gros il y a Kyo en mode petit jeune qu'on connaît pas trop. Je trouve très fort, intelligent dans le jeu. Genre je mets une pièce sur lui en mode je le veux et je dis pour moi Eddie il est incontournable. Il est incontournable. Et après le 5e je sais pas. Non si et 5e Kenny. Et 5e c'est Happy. Oui, et 5e, Kenny, on voulait. Je t'explique. Ensuite, au début, il voulait pas Eddie. Lui, il était à l'époque avec Titan. Donc dans l'équipe, au moment où il m'envoie ses messages, il voulait pas Eddie. Il essayait de me donner des arguments que si, que ça. Bon, je me suis battu. À la fin, il a dit bon, ok, go, va pour Eddie. On est 4. On voulait Kenny. On a demandé à Kenny. Kenny a dit non, je reste avec Exi. Kenny a pas voulu rejoindre le projet. Du coup, là, on s'est retrouvé un petit peu embêté. Après, on a voulu prendre Kali. Kali est parti de LDLC pour aller chez Titan. Merci bien. Merci Jérôme. Voilà. Merci Exi. Et au final, du coup, parce qu'en fait, on voulait un sniper. Voilà. Et que Eddie joue un peu au rifle. Du coup, pas de snipe. Du coup, Eddie à WAP. On lâche l'affaire parce qu'il n'y en avait pas d'autres à part Kelly et Kenny à l'époque. Et du coup, vient le choix du 5e. On voulait un mec cool, tranquille, pas prise de tête et malin dans le jeu. Voilà, qui sache un petit peu tout faire, enfin pas tout faire, mais qu'il ait un style de jeu, genre pas un bourrin ou quoi que ce soit, quelqu'un de malin, un peu sneaky. Les 2 noms qui sont sortis, c'était Happy et Uzi. Pendant plusieurs jours, on a discuté, on n'arrivait pas à se décider. Donc au bout d'un moment, juste on a fait un vote. Moi j'ai voté pour Uzi et les 3 autres ont voté pour Happy.
Donc du coup on a pris Happy et voilà. Est-ce que LDLC était un petit peu à la manœuvre derrière? Parce qu'on vous avez très très vite rejoindre Team LDLC. Est-ce que à l'époque, Anthony, qui est le manager de Team LDLC, vous parle du fait de potentiellement venir chez LDLC et prendre plutôt Happy, qui était encore chez Team LDLC? Non, dans mes souvenirs, ça n'a rien à voir. Et dans tous les cas, tout ce qui est un petit peu structure comme ça, moi, depuis toujours, c'est pas quelque chose que je me mêle beaucoup. En général, c'est plus des gens comme NBK ou les managers type Next ou Jérôme qui s'en occupent, quoi. Moi, vis-à-vis des structures, je fais confiance, je reste focus sur l'équipe. On va parler un petit peu de cette équipe. Vous allez monter tout doucement en puissance. Vous vous retrouvez en finale de plusieurs LAN, notamment une perdue contre les Titans de l'époque. Et celle la plus marquante de finale perdue, c'est contre les joueurs de Fnatic qui dominent un petit peu à l'époque la scène. Et c'est lors de la finale de l'ESWC en France. Là aussi, une expérience extraordinaire parce qu'il y a un public de folie. Oui, bah celle-là, elle a fait très 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 mal parce que sans mentir, ils nous mettent un 2-0, mais ils nous mettent un 2-0 propre, quoi. Il n'y a pas vraiment de match. Photo. Voilà. Ils sont au-dessus, ils nous dominent. Et on avait à cœur de les battre, ça nous énervait un petit peu de les perdre parce qu'ils étaient très forts. Et de deux, putain, on est en France, finale contre Fnatic, tout faisait en sorte que ça aurait été trop beau de les battre à ce moment-là, vraiment, quoi. Mais malheureusement, ils étaient plus forts, quoi. Donc grosse déception. C'est le début d'une épopée. Vous allez arriver au Major. Alors petit point sur le Major. Vous êtes un petit peu embrouillé avant d'arriver et de commencer la compétition. Hein. Un petit peu, on va dire qu'il y a eu des mésententes vis-à-vis du jeu. Je ne saurais même pas dire pourquoi, du comment. Mais ouais, il s'est avéré qu'au final, on s'était dit qu'on était en train de s'engueuler, de se tirer dans les pattes. On était en bootcamp en fait, et on était en train de se tirer dans les pattes plus qu'autre chose. Donc on s'est dit, ça sert à rien de continuer à jouer. Enfin, on va à la catastrophe. Du coup, on a fait un break et je crois que les 5 jours qui précèdent la LAN en bootcamp, en fait, en tout cas moi, Nathan et Kyo, on a joué à WoW toute la journée, voilà, toute la journée, toute la nuit, et, voilà, et après on est parti à la LAN. Yo. Toi, Jérôme, c'est une période super noire. Vous allez manquer la LAN, justement pour le ban de Kali, qui se fait choper juste avant l'événement pour cheat. C'est un moment super difficile, j'imagine, à vivre humainement. Ouais, c'est difficile. Ouais. C'est difficile parce qu'on est déjà on est en bootcamp, donc voilà. On se prépare. En plus, on était bon, honnêtement. On avait quand même, au-delà du fait qu'on avait peut-être un joueur a priori qui trichait depuis un moment, voilà, ça on le saura jamais au final. Et au moment où il se fait ban, vous êtes en train de jouer? Et au moment où on est en train de rejoindre un serveur, effectivement, on allait jouer contre NIP et il se fait ban au moment de rejoindre le serveur. Et là, c'est quoi? C'est sur le TeamSpeak, c'est le vide, il n'y a personne. Ils étaient en bootcamp. C'était en bootcamp en plus? On était en bootcamp. Tout le monde se tourne vers Kali? Il pousse un cri, voilà. Donc moi, sur le moment, honnêtement, ce que je me dis, c'est qu'effectivement, il existe, je crois qu'on peut, en matchmaking, on peut être banni sur du matchmaking, sur je sais plus comment s'appelle le système. Overwatch, voilà, c'est ça. Et donc du coup, je me dis bon, a priori c'est ça quoi. Donc naïvement je dis ça et puis a priori on me dit rapidement que non, c'est pas le même message derrière. Donc voilà, dans la foulée on contacte Valve, j'envoie un mail. 5 minutes il répond rapidement. 5 minutes après j'ai une réponse et non, il shit. on me fait comprendre que si un joueur est banni, c'est que c'est avéré quoi. Voilà. C'est ce qu'on me fait comprendre. Est-ce que tu as une discussion à ce moment-là avec les organisateurs de la DreamHack pour savoir ce qui va devenir justement de Titan? Qu'est-ce qu'on te dit à ce moment-là précisément? Au final, il y a peu d'infos. On sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que de toute façon, c'est sûr, on a un joueur qui est banni. Que a priori, de toute façon, du coup, on perd le slot. Le slot quoi. Après il y avait un qualifier, on aurait pu éventuellement participer au qualifier, mais voilà, je sais que il y avait la volonté de nous écarter à ce moment-là de la part de Valve parce que les organisateurs ont soumis cette idée. Et est-ce qu'à ce moment-là l'organisateur vous dit vous êtes les seuls ou est-ce qu'il y a d'autres équipes, ça va être le même cas? Voilà, alors ça restera toujours un mystère, mais déjà, effectivement, on n'a pas été les seuls, puisqu'il y a SF également chez Epsilon. Mais au-delà de ça, on me dit très tard dans la nuit, après le ban d'SF, que
a priori on serait pas encore au bout de nos surprises, et au final ça s'est arrêté là. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel C'est les organisateurs de la DreamHack qui te disent ça. on pourra spéculer. Ouais, en l'occurrence c'est l'organisation. Alors après je sais pas sur quoi ils se basent, enfin je sais pas. C'est juste peut-être des paroles en l'air d'un admin, ou ça peut être très bien un truc argumenté. Donc ouais, enfin au final je sais pas. Je sais pas pourquoi c'est là. Je sais pas si c'est là au final pour nous, pour peut-être éventuellement nous. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a ici qui tweet donc mort après, tout comme. ouais, donc du coup, on s'arrête là. On s'était dit que peut-être qu'il y avait un scandale plus gros. Au final, tant mieux. Enfin, j'ai envie de dire tant mieux que ça soit pas forcément plus gros. Mais nous, on s'est retrouvés écartés, et on s'est retrouvés. Du coup, le fait qu'on nous traite de cette manière-là, moi qui en plus c'était, moi, même Kevin, je veux dire, l'équipe en soi, on était très très à cheval sur ce genre de choses, sur l'éthique et sur tout ça. Ça nous a quand même mis un coup. Et voilà, après, bon, évidemment, on s'en est voulu, puisque on aurait pu, on aurait peut-être pu le détecter. Nous, ce qui a fait qu'on lui a fait confiance, c'est qu'il avait passé un an avec LDLC avec lequel il avait fait des tournois, et qu'à ce moment-là, on se disait pas qu'on pouvait tricher sur des tournois à ce niveau-là, quoi. Il a gagné le SWC même avec Clan Mystique en 2013. On va revenir à des trucs beaucoup plus sympas. Un boost en quart de finale, celui d'Olofmeister. On va mettre ça à l'image. On est sur ce boost. Qu'est-ce qu'on ressent sur le serveur et comment on vit les heures juste après ce moment, Shox? On n'est pas bien. Sur le serveur, on comprend pas. Sur le serveur, bizarrement, il n'y a pas de panique, il y a pas, parce qu'on menait très très bien, 13-3 je crois. 13-3, ouais. Donc il n'y a pas de panique, juste on essaye de comprendre, mais on comprend pas. On comprend pas jusqu'à, je crois, 3-4 rounds de la fin, où moi je le vois, quand je suis vers la plage, je vois sa tête dépasser, je lui tire dessus, il me tire dessus, et en fait il y a un mur entre nous dans le ciel qui fait qu'on se touche pas, quoi. Et les impacts se tapent dans le mur, quoi. Dans le mur invisible. Et mais là je comprends pas, quoi. Je comprends pas, mais sur le doute, sur le moment je me dis juste, ouais, il est là, quoi. Voilà. Du coup après, on fait un time-out, on essaie de réfléchir, ok, donc il voit ci, il voit ça. Du coup, quelle zone il voit pas? Il voit pas la longue, ok. Du coup, on a essayé de faire un round long, mais il est pas passé parce que forcément, au final, il voit tellement tout que vous êtes pas là. Du coup, on est là-bas. Bref, on a juste trouvé des solutions, et vraiment, en fait, quand on est sorti du match, c'était un sentiment très bizarre d'incompréhension et d'impuissance. Genre, on est tous sortis avec un point d'interrogation. On était même pas frustrés, énervés ou tristes. Juste, on comprend pas comment on a perdu. On comprenait pas. Voilà. Et les gens du public se sont rués vers nous avec leur téléphone en mode regardez. Et dès qu'on a vu ça, on a fait ah ouais, non c'est abusé, quoi. Et donc là, vous allez voir les admins. Et après, suivent des longues heures durant la nuit où ils décident finalement de faire rejouer la troisième carte. Puis Fnatic décide de pas se présenter pour la fin du quart de finale. Ouais, après c'est toute une polémique parce que nous on avait fait un petit boost que à 2 sur le camion, on voyait un pixel comme ça de l'XTB. Et en gros, l'argument de la DreamHack à ce moment-là, c'est que notre boost a la même valeur que le leur. Voilà. Donc 50-50 au niveau de la triche entre guillemets, et donc 0-0. Nous on n'est pas d'accord, nous on voit ça comme pixel, le mec voit plus de 50% de la map. Nous on peut même pas tuer un mec dans la ligne, et lui il peut tuer absolument tout le monde. Et puis merde, au bout d'un moment on avait fait un putain de side CT, on gagne 13-3, tu peux pas nous enlever notre side CT comme ça, quoi. Au pire on recommence à partir du on recommence à partir de 13-3 ou j'en sais rien. En fait vous meniez 12-3 et vous remportez le pistol round, et après vous perdez le premier round avec le scout. C'est ça. Donc 13-3, donc le match il est à nous, quoi, vraiment. Et donc on était pas d'accord de recommencer à 0-0. Voilà, nous on était prêts à ce que je sais plus c'était quoi exactement, mais en gros de toute façon, si il forçait le 0-0, nous de toute façon on aurait forfait. On se l'était dit entre nous, on ne rejoue pas ce match. Quitte à se barrer de la LAN et à faire un scandale, on ne rejoue pas, quoi. On trouvait ça abusé, en tout cas la dernière map, pas de 0-0. Et après plein de discussions de si, c'était très éprouvant, très si, et à l'époque, honnêtement, c'est pas forcément un bon souvenir. Je pense pas aussi que pour les gens du meilleur extérieur, c'était pas non plus un bon souvenir. En fait, ça a un effet super négatif parce que vous êtes top tendance sur Twitter. À ce moment-là, ce boost est top tendance sur Twitter en France, dans le monde entier, et il y a un énorme impact, notamment pour les marques. Ouais. Mais bon, c'est pas un bon impact, quoi. Un impact plutôt négatif. Voilà. Donc honnêtement, je suis pas top de cette période. Je pense qu'on regrette aussi tous un petit peu dans l'équipe de s'être autant excité sur les réseaux sociaux. On a parlé un petit peu avec l'émotion, l'adrénaline, et on n'a pas forcément fait attention à nos paroles.
On a manqué de recul. Maintenant, c'est passé, et voilà. Le titre, vous allez le remporter en battant en demi-finale les joueurs Navi. À l'époque, c'est un adversaire facile pour vous. Et vous allez aller chercher en prolongation. Vous êtes mené. Vous allez arracher la prolongation sur la troisième map. Vous êtes sur Overpass et vous gagnez en prolongation. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on ressent? C'est un moment de fierté. C'est le premier major pour la France. Le fait déjà que ce soit le premier pour la France, c'était déjà historique. Et franchement, on était vraiment fiers avec le petit moment là qui en met partout. Ça aussi, il s'est fait un nom avec ça. Hein. Et puis on est fiers aussi vis-à-vis de comment la compétition s'est passée. C'est-à-dire que, ok, il y a des gens qui remettent plus ou moins notre victoire vis-à-vis de Fnatic. Bon, au bout d'un moment, on gagnait quand même 13-3 et tout. Enfin voilà, je vais pas refaire l'histoire. Mais faut savoir quand même qu'on a quasiment pas dormi de la nuit. Qu'on a eu un sentiment de doute, on sait pas ce qui se passe. La nuit, ils nous disent c'est bon, après ils nous disent c'est pas bon. Ils nous disent ouais, à 2h du matin, il y a les fanatiques qui sont avec nous. On dit comment ça, vous nous avez de rentrer à l'hôtel, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Enfin, que des histoires comme ça, mais vraiment, c'était digne d'un scénario de film. On a quasiment dormi 1 ou 2 heures la nuit et à se torturer l'esprit, à pas dormir. Enfin, c'était horrible. On arrive le lendemain, finalement la décision est prise. Et au moment où la décision est prise, moins d'1 heure après, on doit être sur le serveur prêt à jouer notre demi-finale contre Navi, quoi. Ouais. Sachant qu'on a ça dans la tête depuis 24 heures et qu'on a 1 heure de sommeil dans les pattes, quoi. Donc c'était émotionnellement très très difficile. Et je pense que du coup, quand on gagne, on est aussi à la fois fier de cette finale qui était belle et de la remontée qu'on a fait. Mais on se dit aussi, putain, avec tout ce qu'on a traversé, on a réussi à rester soudés ensemble parce que c'était vraiment dur au niveau de l'aspect psychologique. Et on arrive quand même à remporter ça. Et ouais, c'est un sentiment vraiment de fierté. Et après, on est dans l'euphorie. Vous enchaînez avec une victoire aux X Games. Vous gagnez d'autres tournois derrière, la Gfinity, le Star Series. À ce moment-là, on a l'impression d'être sur le toit du monde. C'est fait quoi de dominer à ce point-là la scène mondiale? Parce que justement, après, ça, le fait on va retrouver le Shox qui, au bout d'un moment, du coup, il a plus envie de bosser, quoi. Non, pas du tout. Le truc, c'est que ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est différent parce que même si on gagnait, il y avait quand même des tensions dans l'équipe. Il faut savoir ça. On n'était pas trop d'accord sur les choses qui se passaient. Et voilà, on arrivait à gagner parce qu'on était fort et que notre jeu était en place. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y avait pas des engueulades en interne. Après, quand on gagne, c'est bien, mais c'est là où a commencé les problèmes. C'est-à-dire que on sentait que notre jeu, il commençait à être ridable, que ça allait être difficile et qu'il fallait qu'on change. Du coup, moi, j'ai demandé à tout le monde était plus ou moins d'accord. J'ai demandé à Vincent, est-ce que je peux prendre le lead, est-ce que ça te va et tout, voilà, pour telle ou y raison. Il m'a dit non. Je lui ai dit, mais j'en ai parlé aux autres parce que c'est important pour moi que les 5 d'une équipe soient en symbiose, quoi. Donc, je lui ai dit, go en parler à tout le monde, viens, on demande, et voilà, s'ils sont tous là en mode non, on change pas, ok, il y a aucun souci, je me plie à tes règles et voilà. Au final, on a fait le vote, tout le monde, à part Vincent, était pour que je prenne le lead, parce qu'il était d'accord avec moi qu'on avait besoin d'un nouveau de fraîcheur. Le but, c'est pas que je le prenne à long terme, c'est peut-être que je le prenne 2-3 mois maxi, et voilà, le temps que Vincent puisse refaire du jeu et qu'après tout se repasse bien pour les grosses compètes de fin d'année, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas des grosses compètes, on va dire. Enfin, surtout qu'en fait, que du coup, Vincent se restaure l'esprit et puisse nous ramener un putain de bon jeu pour le Major qui allait arriver Cologne. Au final, qu'est-ce qui se passe? Au final, ça se passe pas bien. Ça, on en a parlé encore. Il y a des problèmes internes qui font que on n'est pas d'accord. Vincent voit ça comme une trahison. Et puis plein de bordel, franchement, ça, on pourrait en parler 1 heure, quoi. Il y a eu trop de bordel. Et à l'été 2015, on arrive à l'ESWC, le fameux ESWC où vous allez vous retrouver à la porte du coup de la formation Envy, où c'est annoncé sur les réseaux sociaux par Astro qui nous dit qu'il va y avoir du changement dans la formation. Comment se passe ce kick? Est-ce que c'est violent ou est-ce que tu l'apprends à ce moment? En fait, c'est le tweet d'Astro qui te fait comprendre qu'un changement est programmé, ou tu le sentais arriver? Très violent comme kick, parce que je l'ai pas du tout vu venir. Moi, j'étais sur ma planète. Certes, on traversait une période difficile et il y avait même de la discussion qui était coupée. C'est-à-dire que ça faisait peut-être, je sais pas moi, 2 semaines, je crois, j'avais pas parlé, 1, 2, 3. Vincent et moi ne s'étions à peine adressé la parole, donc c'était très tendu. Mais moi, dans ma tête, je me suis dit, ça va passer, il y a un moment donné, on va percer la glace, on va discuter, on va partir sur de bonnes bases et ça ira, quoi. Et puis au final, du coup, non, en fait, les gens pensaient absolument pas comme moi, et pour eux, ils étaient arrivés à un point de non-retour où ils pouvaient plus travailler avec moi, et
Et voilà, donc moi ça m'a fait très mal, très dur. Surtout que la façon dont ça a été fait, c'était très sale. Il faut savoir qu'on est à l'ESWC, à Montréal. Il y a un moment donné, je suis au bar, tranquille, tout seul, etc. Je me pose prendre un verre pour réfléchir justement à comment un peu arranger la situation avec Vincent. Parce que je sens que, ouais, au bout d'un moment, on va aller dans le mur si ça continue comme ça. Et il y a Anders qui me rejoint, donc le commentateur. Et je commence à me livrer à lui, je parle avec lui quasiment 45 minutes, 1 heure, je lui donne mon point de vue, je lui demande ce qu'il en pense, il me donne des conseils pour essayer comment je peux faire pour agir les choses, si je dois aller parler à Vincent ou ceci et tout. Et puis il me dit au moins 3-4 fois dans la situation, dans la discussion, il me dit au moins 3-4 fois en me regardant mais d'une manière bizarre, mais moi je comprenais pas. Et il me dit genre, mais tu sais, si ça se trouve c'est déjà trop tard quoi. Ils étaient au courant de ton kick déjà, c'est ça? J'imagine, ouais. Et à chaque fois je disais mais comment ça c'est déjà trop tard, et il restait très évasif sur le sujet, donc j'ai jamais su, mais au final oui je pense qu'il le savait. Après un moment je vois les nouveaux Envy là, donc Apex, Kenny, Vincent, Kyo, Nathan et à l'époque oui c'était Next, c'est pas toi hein, c'était Next, Ouais. voilà, qui partent au resto le soir, E6, en laissant Eddie et moi sur le côté. On a toujours eu plus ou moins quand même des bonnes relations, à part court terme après les shuffles où là c'est un peu tendu, mais après quand le temps passe on s'aime tous bien entre Français, donc je me dis ouais ils vont manger avec eux, il n'y a pas de souci, enfin voilà tu vois, voilà, donc, encore une fois naïf, et puis au final ils reviennent, bon je vois tout le monde qui me regarde, il y avait plein de joueurs un petit peu au bar dans le hall de l'hôtel qui me regardent d'un air en mode limite genre, tu sais les yeux genre putain mon pauvre tu sais pas, Tout le monde a compris, sauf toi, quoi. T'as l'impression. et tout le monde me regarde et je dis mais pourquoi les gens ils me regardent, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le délire, vraiment je comprends pas quoi. Les six autres Gugus ils reviennent du resto, ils vont au bar, ils passent devant moi et ils vont s'installer tous les 6 à une table sans même m'adresser un mot, et ils rigolent avec Kenny, Apex et tout. Et là dans ma tête je me dis waouh, c'est bizarre, il y a un truc qui se passe quoi. Et là on ne l'a pas encore dit officiellement. Non toujours pas, je sais toujours rien. Et tu le sais à quel moment? T'inquiète pas, je vais tout te dire. Et au final, je vois Next à un moment donné. Je vois Maniac redescendre de sa chambre, il arrive, et je vois Next aller lui parler. Tous les autres, là, les Gugus, ils remontent dans leur chambre. Et je vois Maniac et Next qui commencent à discuter, alors que Next, normalement, est mon manager, et Maniac, un joueur de Titan. Donc, ils n'ont pas spécialement de points communs, quoi. Et ils parlent d'une manière un peu violente. Je vois Mani un petit peu les larmes aux yeux, pas bien et tout, tu vois. Je me dis mais putain, mais est-ce qu'il est vraiment en train de se passer ce qui est en train de se passer, ce que je pense, tu vois. Je commence un petit peu à faire des déductions dans ma tête. Je me dis c'est impossible quoi. Donc au bout d'un moment j'en ai marre, je décide de me lever, je m'approche vers Next et Maniac, et au moment où je suis en train de marcher, je commence à entre guillemets un petit peu à entendre leur discussion, et là j'entends Maniac dire non mais tu vas voir avec Kenny et Dan, c'est compliqué aussi, crois pas, nanana. Qui dit ça à mon manager. Du coup dans ma tête je comprends. Je commence un petit peu à en péter la câble. Je regarde Next, je fais donc c'est comme ça que ça se passe. Enfin voilà, je sais plus ce que je dis, un truc comme ça quoi. Et il me regarde, bah oui, tu savais pas? Bah non en fait. Genre désolé, mais personne ne m'a rien dit. Non quoi. Voilà. Donc du coup, moi je pète un scandale et je dis à tous les joueurs, vas-y on se retrouve tous en bas. Enfin venez m'expliquer ce qui se passe et tout. Voilà. Et puis bah du coup on apprend que Eddie et moi on se fait kick sur le trottoir devant l'hôtel en présence du boss Envy qui à l'époque essaye de sauver notre peau devant les autres en disant des discours tels que ouais les champions ça se relève, enfin voilà il y a toujours des solutions, faut pas casser ça, vous avez gagné vous regagnerez et tout. Voilà. Les 3 autres sont totalement enfin, ils sont à un point de non-retour en mode ils lui disent non mais en gros limite, enfin, on s'en bat les couilles de ce que tu penses, ils sont qui, qu'on veut plus jouer avec eux, c'est ciao quoi, c'est terminé quoi. Donc, voilà, donc c'est un peu virulent sur le trottoir, hein, ça part je crois même un petit peu en insulte pendant 1 heure. Et puis au final ils veulent plus de nous. Très dur, je pleure, Eddie pleure, on pleure dans les bras du boss de Envy, il pleure dans nos bras, enfin vraiment un moment très émotif. Lui il était pas forcément pour ce kick, c'est ça? Il était pas du tout pour. C'était avant d'avoir fait le tweet ou c'était après le tweet ce moment? Quel tweet? Il y a un tweet d'Astro juste après la demi-finale où vous courez P90 sur Cobblestone en terreau. C'est après je pense. C'est après? Ouais, je pense que c'était après. Ouais. Je pense pas qu'il ait tweeté avant. Ça arrivait le samedi soir.
Voilà. Et après, on a joué le dimanche Ouais, d'accord, donc c'est en quart en de finale. sachant que c'était fini, quoi. Ah, vous saviez que c'était fini quand vous rushez oui. P90 sur Cobblestone. Quand on a fait 15 rush B, oui, c'était fini. Ah, d'accord, C'est ok. pour ça que même Eddie met des fois des petits coups de couteau dans le dos de Vincent au TK au spawn et il dit ah désolé. Voilà. Ouais, oui, non, c'était fini. Donc voilà. Et il faut savoir aussi une autre chose, c'est que les gens aussi ont tendance à dire ouais, Eddie il est accroché un petit peu à Shox, c'est lui qui le porte et tout, patati patata. Je pense que ça a le mérite Mais de toute façon, que les gens savent. Toute l'histoire qu'on a racontée depuis le début Mhm. me prouve aussi à un moment, quand Smith rejoint une équipe, c'est toi qui le rejoins. Quand Smith quand tu quittes une équipe, Smith te joint. Enfin, tout le monde sent que Smith n'est pas attaché à toi comme un boulet, mais c'est limite sur CSS un peu le contraire. C'est exactement ça. Et malheureusement, à ce moment-là, chez Envy, je suis quand même triste pour lui, c'est que en fait, c'est la première fois, je pense, de sa carrière, ou peut-être même un petit peu à l'époque avec VG, je sais pas, mais où il empathie vraiment. C'est-à-dire qu'à la base, il voulait me kicker moi. Il voulait pas kicker Eddie. Il lui avait un petit peu fait des remontrances sur son niveau individuel qu'il trouvait qu'il était trop faible, mais il voulait surtout me kick moi et pas Eddie. Et ils ont décidé de le kick parce que ils se sont dit, ce qu'ils ont dit à Eddie, ils ont dit, on n'a rien contre toi. Enfin voilà, ça se passe bien et tout. Juste voilà, bon, faudrait que tu step up individuellement. C'est juste qu'on sait très bien que demain, si Richard n'est plus dans l'équipe, tu seras plus le même. Donc du coup, ça sert à rien. Voilà pourquoi il s'est fait kick, quoi. En gros, c'est à cause de moi, quoi. Donc on a un transfert. D'un côté, Shox, Smith qui partent chez Titan, Kenny S et Apex qui arrivent chez Team Envy. Comment il est vécu ce transfert du côté de Titan? Est-ce que vous le vivez mal? Est-ce que vous dites ah c'est cool, c'est une aubaine, on va pouvoir rebosser avec Shox? Je sais pas. Enfin moi personnellement, disons que je le vis pas mal dans le sens où je comprends le choix de Kenny et de Dan, quoi. Avec Titan, on avait quand même des difficultés à concrétiser les objectifs qu'on s'était fixés, tout ça. Donc, je leur en veux pas au final. Et après, on récupère deux joueurs qui au final vivent très mal leur kick. Donc voilà, c'était un peu particulier. Et au final, l'équipe se fait, elle se fait vraiment par défaut. Elle se fait par défaut. Et donc c'est un petit peu particulier. C'est pas les meilleures, c'est pas les meilleures créations d'équipe que Va s'en suivre une période où vous allez vivre médiatiquement dans l'ombre des Envy, qui vont faire finale du Major à Cologne 2015, qui vont remporter des tournois et qui vont à nouveau remporter un Major, ça va être en 2015 à Cluj. À ce moment-là, vous vivez médiatiquement dans l'ombre. Est-ce que c'est un moment difficile de pas être dans la lumière et de voir l'autre équipe française briller? Je pense que ça a surtout été dur, encore plus pour Eddie et moi que pour eux. Parce que eux, quelque part, c'est l'habitude. C'est triste à dire, mais plus ou moins, quoi, on va dire. Quoi. Ouais, non, c'est vrai. Voilà, nous, avec Eddie, on était habitués à gagner des LAN, à faire minimum top 3, top 4 sur tous les événements. Là, on passe même pas les poules. Eux, ils gagnent le Major. En plus, c'est la première fois que le Major, la finale est retransmise au cinéma français. Plein de trucs qui fait qu'on n'en a jamais parlé de ça. Mais en tout cas, moi, je sais que personnellement, oui, c'était une époque très dure à vivre, quoi. Genre, j'ai préféré fermer les yeux, c'est-à-dire que dès que j'étais éliminé, j'allais m'aérer l'esprit, je touchais pas au PC pendant une semaine jusqu'à la fin du Major, et j'allais pas sur les réseaux sociaux parce que voilà, je voulais pas me faire de mal et parce que c'était dur. On va se retrouver en 2016. Vous rejoignez G2 après la fin de Titan qui met sous la clé sous la porte, plombé par l'affaire Kali, entre autres. Entre guillemets, pas d'investisseur du coup qui veut mettre ou de marque qui veut sponsoriser cette line-up. Titan collera quoi qu'il arrive au mot Kali. Ouais, alors après, disons que je pense que c'est plus large. Disons que si ça n'a pas fonctionné, le projet c'est plus large. Enfin, je parlais du club, quoi. Donc effectivement, en tout cas, on n'est pas reconduit, tout simplement. Donc il faut trouver un nouveau club. Ça, on le sait relativement. Au final, on le sait assez tôt. Simplement, on laisse à Titan l'opportunité de vraiment jusqu'au bout d'essayer de rebondir ou de trouver quelque chose. Et du coup, ça nous emmène au mois de janvier à ne pas avoir de structure. Et on passe un mois sans club. Mais bon, pour autant, on reçoit beaucoup de propositions. Je passe beaucoup de temps à discuter. Et G2 s'avère être la meilleure option qu'on avait.
Pourquoi c'est Et, la meilleure option à ce moment-là? Vous avez des formations américaines qui vous contactent aussi? Ouais, on a eu vraiment de tout. On a eu honnêtement, on a eu une quinzaine d'offres qui étaient sérieuses. Disons qu'après avoir passé ça au CRIB, on avait au moins 5 offres qui étaient vraiment très sérieuses. Et G2, c'est même pas, c'est pas une question de moyens, c'est une question vraiment de structure. Il y avait plusieurs organisations qui étaient capables de mettre à peu près le même budget, mais eux avaient une structure. Voilà. Ils avaient du staff, ils ont aussi Carlos qui est quelqu'un d'emblématique et qui emmène bien son projet, honnêtement. Et qui fait une super affaire financière à ce moment-là, hein, parce qu'il vend son équipe chez FaZe, il vous récupère pour 0, voilà. C'est le paradis. Voilà, il avait vendu Scream quelques mois avant à Titan, il le récupère gratuitement. Donc effectivement, il fait beaucoup de bonnes affaires. Et non, mais voilà, c'est quelqu'un qui gère bien son projet. Et voilà. Il est chaud, donc, le petit Carlos. Donc on s'est tourné vers eux et on l'a pas regretté. Chez G2, vous allez passer par le kick d'Existence pour récupérer ensuite Body et vous allez retrouver la lumière. Le titre avec cette compétition remportée, c'est les ECS. Ça fait du bien de à nouveau regagner. regagner. Sur la photo, mais en fait, faut que je fasse un truc avec les coupes et les podiums, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. T'aimes pas pourquoi à chaque fois t'es pas là? Là t'es ouf encore une fois. Là, je suis derrière Adil normalement. Non, le caméraman a pris ma place. Là, il a pris des muscles. Adil. Il peut vraiment te cacher. Ouais, il m'a un petit peu bolos. Ouais. Bah écoute, qu'est-ce que. C'est vrai que pour le coup. Mais il y a une très jolie photo où t'es dessus. Est-ce que ça a été difficile pour toi? Ça a été aussi, j'imagine, une vraie amitié qui a dû naître avec Kevin Existence. Ça a été difficile de s'en séparer? Ça n'a pas été facile. Ouais. Ça n'a pas été facile dans le sens où on a bossé ensemble autour d'une équipe pendant longtemps. Et au final, quand ça fonctionne pas, on se dit aussi qu'on a sa part de responsabilité en tant que manager. Donc voilà. Donc c'est vrai que quand on se sépare de Kevin, il y a quand même un côté où bon. Mais après, si on en est venu là, c'est que je sais qu'on a passé beaucoup de temps ensemble et qu'on avait plus le même recul, le même l'un envers l'autre, et que ça allait nous faire du bien de voir autre chose, quoi. Qu'on en avait besoin à ce moment-là. Et voilà. Donc du coup, c'est ce qui finit de me convaincre que ça peut se passer comme ça et que c'est pas une si mauvaise chose que ça. Finalement, le kick Shox, il arrive au moment où Existence commençait à retrouver un vrai niveau individuellement. Je me souviens pas. Tu te souviens plus? Non. Pourquoi vous choisissez Body? Parce que je regarde beaucoup de démos et pour moi c'est celui qui ressort du lot. Déjà vis-à-vis des positions qu'on allait prendre dans cet été en terreau, il fit exactement là où on veut, à 9 positions sur 10 près. Donc c'est génial. Et je le trouve intelligent dans le jeu, je trouve qu'il a du skill. Et en plus de ça, il est poli parce que je le vois prendre la hop de temps en temps. Enfin, pour moi, il a tout pour moi et c'est celui vraiment qui ressort le plus. On va passer à la 4e partie de cette émission. Cette photo, cette image, 7 minutes. Vous allez me dire ce que vous pensez de cette personne ou une anecdote ou ce que vous avez envie de raconter. La première image, elle arrive du côté de Rambo. Notre super Yata à la réalisation. Est-ce qu'il y a moyen de faire une 2 minutes de pause? On va faire 2 minutes de pause juste à la fin de cette rubrique. D'accord. T'inquiète. C'est le dernier. On arrive presque à la fin de l'émission. On fait 2 minutes de pause. Ouais, il reste encore à peu près une demi-heure. Ah. Rambo. On arrive presque à la fin. Il reste encore 2. Happy. Quelques mots sur Happy. Tu as dit tout à l'heure que c'est un joueur qui n'a pas su renouveler son jeu ou qui n'a pas accepté de lâcher son rôle le leading game. Ça reste quand même le leading game des 2 titres major remportés par une équipe française. Qu'est-ce que tu veux que je te dise sur lui? Ce que tu as envie, ce qui te passe par la tête. Moi, si tu veux, je peux commencer. Vas-y. Commence. Ouais, pour moi, ça reste quand même le leader qui a amené une équipe française à gagner 2 majors, hein, tout simplement. Et même si, effectivement, il a eu une année difficile, je sais que par expérience dans une équipe, quand ça se passe pas bien, quand on en arrive au point de plus communiquer les uns avec les autres, de toute façon, c'est perdu, quoi. Et je sais qu'il en a beaucoup souffert lui cette année. Donc voilà, mais ça reste quand même quelqu'un qui a su amener une équipe. Donc voilà, moi je garde ça et voilà, je lui souhaite de réussir aussi. T'as envie de rejouer avec lui ou là, pour l'instant, c'est pas envisageable? Pourquoi je voudrais rejouer avec lui? J'ai mon équipe aujourd'hui. Ok. Bon, on sait jamais, hein, le monde, les choses passent vite dans ce monde. Non, je pense pas, honnêtement. Après, c'est pas dans mon but. De toute façon, mon but c'est de plus changer d'équipe. Et j'ai quand même été quasiment 1 an avec lui, non, je crois. C'est ça, hein, quasiment 1 an. Ouais, ça vous avez commencé en été 2014 et vous êtes allé jusqu'en été 2015. Voilà, donc quasiment 1 an.
Je pense avoir fait plus ou moins le tour du personnage avec ses qualités et ses défauts. Et ça peut être triste à dire, mais c'est pas quelqu'un avec qui j'aurais envie de rejouer dans tous les cas. Deuxième photo, là aussi un autre leader in-game, il est belge, il s'appelle Existence. Il a été aussi important pour toi dans ta carrière, puisque Ah oui, non, t'as beaucoup lui, joué avec lui. au top du top. Pas grand chose à dire sur lui. Enfin, les mots qui me viennent à l'esprit, c'est vraiment persévérance, travail, effort. C'est quelqu'un qui lâche pas, jamais. Moi, je sais que mon cerveau, au bout d'un moment, il a tendance à déconnecter. J'ai besoin de, voilà, comme là, j'ai besoin de 2 minutes de pause parce que je sens que mon cerveau, il commence à avoir un petit peu de mal, tu vois, pour refresh un peu. Lui, c'est quelqu'un qui peut travailler 12 heures d'affilée, il y a aucun souci, quoi. Son cerveau travaillera toujours, quoi. Et ça, je l'ai toujours respecté énormément pour ça parce que moi, je trouve ça dingue, quoi. Enfin, moi, je peux pas, quoi. Après, juste triste que quelque part, par moment, il a peut-être pas eu assez de recul sur lui-même pour réussir à s'adapter. Non, pas s'adapter, je dirais, mais plus à évoluer. Voilà. C'est-à-dire qu'il a de très bonnes bases, c'est un bon travailleur, mais je trouve qu'il lui manque quelque chose pour réussir à évoluer et vraiment passer au stade supérieur, quoi. Mais en tout cas, j'en garderai toujours un très bon souvenir et c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Niac. Ouais, bah écoute, ouais, quelqu'un qui a beaucoup ouais, qui se donne énormément dans ce qu'il fait. Donc voilà. Et voilà, pareil. Enfin, je lui souhaite aussi de rebondir. Il se démerde pas mal au final avec LDLC pour l'instant. Et voilà. Donc s'il peut rebondir, ce serait une bonne chose. Et ouais, voilà. Non, je pense que t'as tout dit. Après, enfin, juste sur la fin, effectivement, il avait de toute façon, enfin, le jeu c'est un engrenage et il avait perdu confiance en lui individuellement. Et un leader qui n'est pas en confiance, c'est un leader qui n'est pas capable d'emmener, enfin voilà, d'amener une équipe, quoi, tout simplement. Et donc voilà, donc c'est ce qu'il a cherché à reconstruire avec LDLC. Et voilà, je lui souhaite que ça fonctionne. Photo suivante, les Virtus Pro. C'est beau. C'est beau, c'est bien. Moi, je suis pas un VP fan comme beaucoup de gens, dans le sens que j'admire ce qu'ils font. Enfin, j'admire, non. On va dire, je respecte. Je respecte ce qu'ils font depuis qu'ils sont ensemble. Parce que c'est très bien et c'est Leur très beau. longévité, quasiment 4 ans maintenant. Voilà, c'est très beau. Ce que j'admire, c'est plus le pic Bialy et Snax au début. C'est-à-dire que les mecs, enfin moi je les connaissais pas du tout, je sais pas d'où trop ils sortent. Et au final, c'est deux perles, quoi. Surtout Snax, enfin des perles comme ça, les deux, tu t'en trouves pas des comme ça, quoi. Et ils ont trouvé le combo parfait avec deux petits fous trop forts et trois old men qui tiennent la baraque et sont là pour assurer derrière. Donc franchement, très très bonne alchimie. Je pense que c'est ça aussi qui fait le bon choix. Après là où pourquoi en fait je suis pas aussi fan que ça que comme les gens, c'est parce que oui, ça fait très longtemps qu'ils sont ensemble. Maintenant leur player pool en Pologne il est pauvre. Donc j'aurais pas tendance à dire que c'est facile, ça serait peut-être abusé, mais presque. Je veux dire, demain, on n'avait que 5 ou 6 joueurs vraiment chauds en France, il n'y aurait pas eu de shuffle, quoi. Et on serait toujours ensemble, quoi. Voilà. Ce qui fait aussi que des fois, on a tendance à changer, c'est que y a tellement de talent en France que, bah ouais, t'es tenté, quoi. T'es tenté, tu dis, putain, peut-être que lui, c'est la nouvelle génération, il est trop fort et tout, voilà. Eux, s'ils vont piocher en dessous, à part les petits Michou innocents et tout qui sont là depuis des années mais qui n'arrivent pas à passer un palier, il n'y a personne, quoi. Pourtant, c'est surprenant parce que c'est une scène avec une énorme population de joueurs, Jérôme. Ouais, non. Au final, non, je suis pas forcément d'accord avec Richard là-dessus, justement. Parce qu'en Pologne, après, ouais, effectivement, au niveau compétitif, ça manque peut-être un petit peu d'équipe. Mais en tout cas, il y a énormément de joueurs. Puisque c'est, en tout cas, en termes de viewers, c'est un des pays les plus. Et c'est le deuxième public en tant que joueur derrière les Russes. Voilà, donc c'est ça. Non, moi je dirais, je pense simplement qu'ils ont une maturité. Ils sont déjà un petit peu plus âgés que le reste de la scène au final, et qu'ils ont acquis une maturité que n'ont pas toutes les équipes. Et voilà, ils savent qu'ils ont les cartes au final. Ils ont déjà gagné. Ils ont déjà gagné de très belle manière. Et voilà, ils se disent que. Ils seront. Le décor se casse la gueule. Bientôt en train de. Mais non, ils se disent qu'ils seront qu'avec du boulot ou ils sont capables de se remettre en question. Moi, je sais qu'il y a pas si longtemps que ça, ils avaient une période de doute
Et on avait discuté avec eux. Ils disaient que voilà, pour passer au-dessus, ils voulaient aller tous ensemble à la muscu. Enfin, je sais pas si tu te souviens de ça. Non, je sais juste qu'à un moment, je crois, ils étaient à deux doigts de se foutre sur la gueule il y a quelques mois et tout. Ouais, voilà, non, mais ils ont des périodes difficiles. Et, Mais ils s'en sortent, ils sont toujours ensemble. C'est ça. Et voilà, mais après, enfin pour moi, ils ont une approche, une maturité qui fait que voilà, ils sont capables de revenir et de gagner. Moi, j'ai pas de l'admiration. L'admiration, c'est un peu poussé, mais j'ai du respect pour ce qu'ils font et j'aimerais qu'on arrive à quelque chose comme ça. En fait, si on t'écoute, t'as envie de pique le côté maturité et le rajouter à la scène française, par exemple. Si on arrivait à ça, je pense qu'on pourrait faire en tout cas, on pourrait écrire d'une vraie histoire. Parce que pour moi, une vraie histoire, ça s'écrit dans le temps. Il paraît que c'est, selon des sources que je ne peux pas citer, ce serait vraiment Neo qui fait tout le vraiment gros du travail, quoi, en interne. Que ce soit en temps in-game ou hors-game et gérer les conflits, les ci, les ça. Enfin, celui qui, en tout cas, se donne le plus pour l'équipe, apparemment, ce serait Neo. Photo suivante, c'est un de tes coéquipiers qui va apparaître à l'écran, c'est Kenny. T'as jamais joué avec et c'est la première, la grande première. Les deux superstars français dans la même équipe. Bah écoute, que dire de ça, en dehors du jeu, à chaque fois que j'étais en compétition avec lui, on s'est toujours très bien entendu, même depuis 2-3 ans, toujours top, voilà. Donc génial de ce côté-là. Côté in-game, je savais pas à quoi m'attendre. On va pas se mentir, on m'avait mis en garde en mode il a des défauts, c'est un peu un foufou, il est pas stable, enfin plein de trucs comme ça. Et au final, bon, je ne sais pas, ça fait que 1 mois qu'on joue ensemble, mais honnêtement très 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 bonne surprise. Le mec, enfin c'est vraiment presque le teammate parfait, quoi. Je veux dire, le mec, il est trop fort, vraiment. Il a une bonne com, il est pas bête. Tu lui demandes un truc dans le jeu, il sait même pas discuter, il te dit oui direct, il n'y a aucun souci, il te trust à 200%. Non, franchement, jusqu'à présent, très agréable surprise. J'avais mis un petit peu des réserves. Voilà. Je m'attendais pas au pire, évidemment, parce que sinon je n'aurais pas voulu jouer avec lui. Mais j'avais un petit peu de réserve et pour l'instant, c'est que du positif. Donc j'espère juste que ça va durer et qu'il va pas me mettre une petite quenelle dans 2 mois, quoi. Jérôme Niac, vous lui avez donné sa chance chez Very Games, vous l'avez kick ensuite, tu l'as revu chez Titan, puis finalement il est parti, et là tu le retrouves une nouvelle fois. Ouais, tu effectivement. connais un peu en mode girouette pour toi. Ouais. Bah après, Kenny, c'est que c'est un joueur que je suis depuis vraiment le début. J'ai été à sa première LAN, le voir en spectateur, pour savoir si on le prenait chez VG ou pas à ce moment-là. Bon, c'est un petit peu trop tôt, donc il a fait quelques mois chez Extensive. Ouais. Et on l'avait pris après la Copenhagen Games, chez Very Games. Et donc ouais, je le suis depuis longtemps. On a beaucoup discuté, Kenny, je le connais bien. Et non, je pense que il a mûri. Il a le côté instable d'un jeune joueur, tout simplement. Enfin, il avait le côté instable. Et là, c'est vrai que ça se passe bien. Je sens qu'il a mûri. Je sens qu'il apprend aussi de ses expériences. Et voilà. Et j'espère que ça continuera comme ça. On est sur une bonne lancée avec Kenny et j'espère que ça continuera. Et voilà. Il nous reste 3 photos à regarder. La suivante, ouais. La suivante vient à l'écran dans quelques instants. Allez Rambo. C'est Fallen. Allez Rambo. Choc, c'est pressé, il veut sa pause. Putain, c'est quoi, c'est le barbe? Quand est-ce qu'il était? C'était quand? C'était chez Luminosity, ça remonte. Je m'en souviens même Maintenant, pas. il a des lunettes, on a l'impression qu'il est en train de se papilliser. Oui, c'est vrai, mais ça lui va bien les lunettes, je trouve que ça lui fait un petit style, j'aime bien. Par contre, la barbe là, on dirait un Père Noël brun, quoi. Vraiment, il a la tête du Père Noël, tu trouves pas? Ah si, il est barbu, ouais, effectivement. Bah là, il prenait pas le temps pour se raser. Que pense cette Fallen? Énormément de respect. Genre, vraiment une figure emblématique de CS. Et à juste titre, le mec qui est revenu de nulle part, parce qu'entre 1.6 et CSGO, je crois qu'il avait arrêté, si je dis pas de bêtises. Et ou en tout cas, il était dans le brouillard, il était très loin. Il revient, il taffe de fou, ça paye pas, c'est pas grave, il continue, il persévère. Ça passe pas les poules, il commence à passer les poules, après il commence à faire des 8e, après il commence à faire des quarts, et après il finit par gagner. Enfin, c'est que de la progression au fur et à mesure du temps, étape par étape, et pouvoir grimper jusqu'au sommet et réussir à rester au sommet comme ils ont fait. En plus de ça, leur jeu vraiment, il est propre, la manière dont ils ont réussi à mettre ce jeu en place, donc vraiment intelligent in-game. Et en plus de ça, un sniper, l'un des meilleurs snipers du monde, vraiment très 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 solide.
Donc énormément de respect pour ce qu'il a réussi à faire parce que ça s'est pas fait en un jour ni en un mois. Hein. Lui, ça s'est au moins fait en un an, hein, je crois. Hein. C'était vraiment très long. Au moins. Et ouais, au moins facile. Hein. Je suis gentil quand je dis un an. Et arriver jusqu'ici, bah chapeau l'artiste quoi. Pour moi, c'est un peu celui qui il a montré. Voilà, il a montré la voie que quand on travaille et qu'on cravache, bah Ils ont peut-être ça paye réussi un jour. aussi à faire quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire en France, c'est se maintenir. Ensuite, une fois qu'on a tout gagné, qu'on remporte les tournois, c'est se maintenir au très très haut niveau. Exactement, eux ils ont réussi hein, pendant l'année dernière. Enfin, ils ont réussi par la fin d'année où ils ont commencé un petit peu moins gagner. Bon, après, Fer a eu des problèmes aussi à la main, ça les a pas aidés. Mais sinon, ils ont réussi à tenir un niveau exceptionnel. Enfin, double champion de major d'affilée et tout. Enfin, franchement, chapeau bas l'artiste. Ouais, je vais pas en rajouter beaucoup plus. Hein. Il a été artisan du succès de son équipe depuis il a même organisé une détection de joueurs, etc. Donc vraiment depuis le tout début, et voilà, il gagne un major avec chapeau. Photo suivante, tu seras peut-être un peu plus loquace sur son sujet, Jérôme. Tu l'as beaucoup côtoyé, c'est RPK. Ouais, bah écoute, Cédric, on est allé le chercher après. Du coup, la retraite, sortie du garage. Sortie du garage, ouais, pour le coup, c'est ça, exactement. Et ouais, donc, déjà, il en revenait. Enfin, pour la petite anecdote, c'est vrai que quand je l'ai appelé, que je lui ai expliqué comment était devenu le jeu, il en revenait pas, quoi. Enfin, il me croyait pas au départ, pour être très honnête. Il m'a rappelé 2 jours plus tard en me disant: t'es sûr, hein, tu me racontes pas de conneries. C'est sûr que je vais te payer 10 000 balles par mois. Hein, ouais, d'accord. Ouais. On n'en était pas à ça, mais effectivement, enfin voilà. Et au final, bon, ça montre honnêtement, il suivait de très très loin. Au final, hein. Il avait déconnecté. Et donc voilà, pendant un mois, il s'est donné tout seul en secret, en semi-secret sur CS:GO. Et on a fait ce pari-là qui était honnêtement. Au final, un pari un peu fou. Regarde pas, hein, j'étais pas là. Hein. Non, je sais bien, mais c'est juste que voilà, mais c'était un pari un peu fou au final, même avec du recul, voilà. Mais parce que voilà, on sortait d'une période difficile, vraiment difficile, et on voulait être sûr que le prochain joueur ne trichera pas. Voilà, en fait, on voulait. Au moins, c'était sûr avec lui, on le connaissait. Voilà, on voulait quelqu'un en qui on ait confiance, humainement, en qui on peut enfin, en qui on ait confiance, quoi. Et comme Cédric avait arrêté en partie pour voilà, parce qu'il devait, il devait arriver à un stade où il devait gagner sa vie. C'était devenu possible et voilà, donc il a mis un petit peu de temps à se remettre sur les rails, c'est normal, et voilà, enfin voilà, personnage personnage super, et que de bons souvenirs avec Cédric. Est-ce que tu as déjà conduit Non. Dernière photo, on passe à la toute dernière, et pour toi, celle-là, Shox Kiyoshima. Vous avez décidé, tu t'as voulu jouer avec lui sous Mercenary Team LLC. Ouais, le petit Kiki, il m'en a fait des vertes et des pas mûres. On a été très très proches très vite chez Epsilon. On s'est entendu de fou, soit une game ou game. Franchement, c'était top. Arrivé chez Mercenary, il m'a un petit peu délaissé. Il a commencé à se rapprocher, d'être plus pote avec Vincent. Quoi dire de plus? Ouais, bah il s'est éloigné de moi, quoi. Enfin, on s'est éloigné tous les deux, et au final, après, j'ai très mal pris le kick parce que au final, j'ai appris que il s'était pas battu pour moi, quoi. En mode, enfin, la manière dont il s'était battu, c'était ouais, non, mais vous êtes sûr qu'il faut kick Richard? Nanana. Oui, il faut kick. Bon, d'accord. Voilà. Bon, j'appelle pas ça se battre, quoi. Parce que sans moi, enfin, il en serait peut-être pas là ce qu'il est aujourd'hui. Donc après, je dis pas que on peut pas réécrire l'histoire, et je dis pas que parce que je t'ai un petit peu pris la main pour avoir un tremplin, t'es obligé de me le redevoir à vie. Non, bien sûr que non, ça serait malsain. Mais au moins avoir la décence de se battre. Je trouve que c'est la moindre des choses que tu peux faire quand tu respectes la personne. Et ce qui t'a apporté, c'est au moins d'essayer, quoi. Donc j'ai été très déçu, je l'en ai énormément voulu, clairement. Maintenant, les choses depuis se sont apaisées, et il a lui-même dit que, enfin, il m'a lui-même, il a fait une interview avec Arm il y a pas longtemps, il m'a lui-même remercié sur le fait qu'il en serait peut-être pas là aujourd'hui si je l'avais pas pris par le bras. Et aujourd'hui, nos relations sont bonnes, et voilà. Disons que l'âge de guerre est enterré. Pour moi, c'est un bon gars, et je lui souhaite vraiment je lui souhaite de réussir, parce que
Ouais, c'est un bon gars, je l'aime bien. Juste, je pense il y aurait peut-être pu avoir une deuxième, comment dirais-je, une histoire parallèle, on va dire, où je suis curieux de me demander qu'est-ce qu'on aurait pu faire ensemble si on serait resté proche comme on l'était au début. Maintenant, on refait pas l'histoire, donc on le saura jamais. Messieurs, on fait une petite pause rapide et on se retrouve juste derrière pour parler du nouveau projet G2 et de répondre aux quelques questions Twitter qui ont été posées par la communauté. À tout de suite. Et on est de retour pour la fin de cette SBL consacrée à Shox, Niak et G2 eSport. Et on ouvre justement le volet de cette nouvelle aventure, le nouveau défi. Vous avez commencé à discuter fin novembre, début décembre, justement d'une nouvelle formation. Comment ça s'est passé, Shox? Qui a pris l'initiative de venir parler entre Envy et l'autre côté G2? Honnêtement, je m'en souviens plus vraiment, mais déjà c'est récent quand ouais, même. Hein. Non mais ma chérie m'appelle Dory quoi. Enfin voilà, donc j'ai pas forcément. Ça a ses avantages de s'appeler Dory de temps en temps. Voilà, j'ai pas forcément une super bonne mémoire. Ça s'est fait naturellement en fait. On est arrivé dans un stade où déjà il y a eu un premier contact en août. Pendant les vacances que j'avais décliné à l'époque parce qu'à l'époque on avait fait des bons résultats, on avait juste loupé le major mais c'était dans le groupe de la mort, ça voulait rien dire, et on avait fait les ESEA sans Cédric parce qu'il avait des problèmes aux oreilles, donc rien d'alarmant. Donc surtout vous restiez sur une victoire de vos ECS. Voilà. C'était important, vous étiez dans une vraie dynamique. Ouais, donc non, pas besoin de changement, donc il n'y a rien eu. Et après, à la fin d'année, ça s'est essoufflé et on était tous les deux dans une période creuse. Et ça s'est fait naturellement. Ils sentaient que eux, ils avaient besoin de changement et qu'ils en pouvaient plus. Et moi, de mon côté, je sentais qu'on était arrivé à nos limites et que je dis pas qu'on n'aurait pas pu remonter la pente. On aurait pu faire 2-3 bons résultats par-ci par-là. Mais je suis un compétiteur dans l'âme avant tout et moi, ce qui m'intéresse, c'est de gagner. Je me satisferai jamais de la deuxième place. Et je sentais qu'avec notre équipe qu'on avait, on aurait peut-être pu gagner un tournoi comme un ou deux maxi dans l'année en mode yo, c'est notre bonjour. Mais ça aurait pas été constant. J'avais des joueurs que je trouve qui avaient atteint leur limite, c'est mon point de vue, et qui n'étaient pas suffisants pour prétendre à des gros résultats, de s'imposer dans le top mondial de manière constante aujourd'hui, vu le niveau. La décision a été prise en arrivant au Major et même au main qualifier du Major. Comment vous avez géré ces moments-là, Jérôme? Niak, comment tu as géré ce moment-là précisément? Garder la motivation, dans l'équipe, et puis les transferts, la finalisation de l'équipe n'a pas été facile. Ouais, alors bon déjà, ce qui est difficile, c'est effectivement de savoir qu'il y a des discussions qui sont engagées et de trouver le bon moment pour en parler, on va dire, avec toute l'équipe, avec tous les gens qui sont concernés. Donc ça s'est fait effectivement après la qualification au Major. Ça a été un petit peu particulier d'ailleurs, puisqu'on gagne à l'arraché contre les Brésiliens d'Immortals, effectivement, et du coup content, et derrière on sait qu'on a ça à annoncer. C'est émotionnel. Voilà, c'est assez particulier. Donc voilà. Dans l'euphorie de la victoire de la qualification, et derrière il faut aller dire aux autres coéquipiers Shox que c'est fini. Ouais. Au final, là où c'était le plus difficile, c'était pour Adil, pour Scream, qui lui n'a pas vraiment vu arriver les autres un peu plus. Ouais, voilà. Donc voilà, et non, enfin, jusqu'à l'annonce, disons que ce qui est difficile, c'est d'avoir quelque chose comme ça, un secret à garder entre guillemets, et ça c'est pas forcément, enfin ça c'est pas évident. Voilà. Voilà. Après, une fois que c'est annoncé, c'était plus simple, et vous avez fait le choix d'en parler tôt pour pouvoir permettre aux autres joueurs aussi de trouver une structure et de s'organiser. Ouais, exactement. C'était important de le faire. Honnêtement, on pouvait, même si effectivement il y avait le Major qui arrivait et ça allait nous mettre dans une situation qui était pas exceptionnelle pour se préparer. Il fallait le faire comme ça parce qu'il fallait. Aujourd'hui, c'est notre métier et c'est important, et il faut laisser aussi du temps à tout le monde pour pouvoir prévoir la suite. Donc voilà, et au final, ça s'est bien passé quand on a repris. Tout le monde a quand même mis du sien. On n'a pas fait la préparation du Major de l'année, mais on a quand même. Tout le monde y a mis du sien, et au final, ça s'est bien passé.
On a vu une photo de Scream justement. Pourquoi Scream est absent de cette line-up? C'était une question qui est beaucoup revenue du côté de la communauté. Beaucoup se posaient la question de voir l'absence du Belge dans ce qui a été entre guillemets proclamé Dream Team. Pourquoi Déjà, moi, je voulais jouer avec Kenny, c'est sûr. Ensuite, donc, Kenny, il y a forcément Apex, quasiment qui pas y est. forcément, rien à voir. Je t'explique mon point de vue en tout cas à moi. Je voulais Kenny, ça c'est sûr à 100%. Le sniper, voilà. Ensuite moi, voilà, je me compte dedans. Dan pour moi était indispensable aussi, Apex, parce qu'il me fallait quelqu'un avec une forte Implication. Non, truc de proposition, force de proposition, voilà. Une forte force de proposition. Putain, c'est la fin de la journée, c'est dur. Excusez-moi. Et quelqu'un qui taffe beaucoup. Voilà, un Dan. Il me le fallait. En plus, il en trie un rôle qui est très peu, qui est dur à trouver. Hein, et il le fait très bien. Qui a pas peur d'appuyer sur Z dans les moments cruciaux à 14-14. Enfin, c'est jamais le mec qui va reculer ou quoi que ce soit. Donc, qui donne le rythme. Parce que je me suis rendu compte avec mon expérience de lead que moi la manière dont je lead, c'est tout ne repose pas sur moi, ça repose sur les joueurs, je leur donne des responsabilités et que des fois il y en a qui s'essoufflent, mais qui s'essoufflent, d'accord, mais il faut qu'ils puissent remonter, mais tout seul je peux pas tenir une équipe, il faut au moins qu'il y ait un mec sur lequel je puisse me reposer et savoir que le mec sera tout le temps avec moi de manière à travailler, à trouver des solutions et voilà. Donc voilà pourquoi Dan. Nathan, parce il faut un mec qui est fixe, qui est un peu support, un mec qui sait un peu tout faire. Voilà, Nathan il peut sniper, il peut jouer sur une extrémité, il peut faire revenge, il peut entry si à un moment Dan il en a marre ou s'il se sent pas chaud. Enfin voilà, un mec un peu polyvalent comme ça, solide et calme. Ok, parce que on va dire que Dan et Kenny c'est un petit peu les excités. Voilà, donc il en faut pas plus. Donc du coup Nathan apporte ce côté un petit peu serein, pilier, expérience, le background quoi. Et du coup qu'est-ce qui nous manque quand tu regardes ça? On a un sniper, on a un mec qui va devant, il nous manque quelque part une autre extrémité et un autre pivot solide. En fait la manière dont j'ai voulu faire la chose c'est que je voulais avoir 5 joueurs capable de tout faire dans n'importe quelle circonstance. Le problème d'Adil, c'est qu'il est très fort, mais dans un certain rôle où tu le mets. Tu l'enlèves de ce rôle, il perd beaucoup de sa plus-value. Et moi, je voulais avoir 5 joueurs capables de tout faire à n'importe quel moment, et pas forcément que demain, pour les raisons X ou Y, vu qu'on vise à du long terme, que c'est normal, au bout d'un moment, les gens s'essoufflent et tu as besoin d'un renouveau dans une équipe. Alors plutôt que changer de joueur, des fois, ça sera des changements de rôle, ça sera des changements de position, comme VP l'ont fait. Des fois, c'est Neo qui snipe, des fois, c'est Snax qui snipe, des fois, c'est Pacha, des fois, c'est un qui lead, des fois, c'est l'autre. Enfin, ils changent tous les 4-5 mois parce que voilà, ils en ont besoin pour leur dynamique d'équipe. Je voulais arriver un petit peu à ce schéma-là, et pour faire ça, faut avoir des joueurs qui soient flexible à ce niveau-là, que tu peux mettre à gauche, que tu peux mettre à droite et que tu peux changer comme ça. Adil ne respectait pas ce rôle et en plus de cela, je voulais avoir, parce que souvent on prend qu'un support dans une équipe ou qu'un fixe, d'accord. Le problème c'est que des fois il n'y a pas que un B2 ou selon les maps, il y a des zones des fois qui jouent en 1-3-1 ou quoi, même en CT j'entends. Et il fallait un autre mec fixe, support, aussi pour soulager l'autre. C'est-à-dire que moi, de mon point de vue que j'ai, c'est qu'un support c'est bien, et c'est dur, et c'est fort, mais plutôt que de parier sur le fait d'avoir un support, un snipe et 3 mecs archi chauds, skillement parlant et qui se posent pas trop de questions, je voulais avoir un snipe, un mec un petit peu foufou qui passe devant et qui a de la proposition et tout. Moi qui est un petit peu derrière à gérer tout ça, à maîtriser, voilà. Et du coup, derrière, 2 mecs solides, calmes, posés, sereins et qui sont un petit peu les piliers. Même s'il a que 19 ans, Alex, pour moi, il a montré vraiment les capacités à ce rôle-là, qui est très important. Il joue des positions très dures. Et ça permet aussi, sur cette position, qu'il puisse alterner entre Nathan et Alex. C'est-à-dire que, comme Dan, par exemple, demain,
je sais pas, dans 6 mois, il se sent pas chaud, il est fatigué d'un tri, on peut mettre Nathan à sa place. Admettons aujourd'hui, Alex est en mode full support et tout. Dans 6 mois, il n'y arrive plus, il se fait défoncer sur ses B2, il n'arrive plus à les tenir, il n'arrive plus à refresh sa manière de jouer sur les BP parce que c'est dur. Bah, Nathan peut prendre sa place. Donc voilà, toujours pareil, une question de flexibilité au niveau de la rotation sur si un jour on a des problèmes. Je pense que ça répond clairement à l'interrogation de l'absence de Scream dans cette line-up. Ton ami Smith a dû raccrocher la souris et le clavier pour rentrer dans un nouveau rôle de coach. Est-ce qu'il l'a bien vécu, le fait de devoir arrêter sa carrière? Est-ce que ça a été une réflexion longue et difficile pour lui? Il a mis environ 10 jours à nous donner sa réponse. Est-ce que c'est si dur que ça? Honnêtement, je sais pas. Pour l'instant, je m'entraîne. Faudrait peut-être voir plus ça avec Jérôme. Moi, pour l'instant, les relations que j'ai avec lui, c'est purement in-game et sur le jeu et sur son nouveau rôle de coach. Et après, peut-être que j'entamerai un petit peu ces discussions-là quand, par exemple, on sera à l'hôtel en LAN le soir, dans la chambre, genre comment ça va. Vous n'avez pas vraiment encore eu l'occasion d'en discuter. Voilà, finalement. pour l'instant, c'est tout nouveau, ça fait qu'un mois, donc moi, je suis vraiment focus dans le jeu, quoi. Peut-être que Jérôme en saura un petit peu plus à ce niveau-là. Non, après, je pense que arrêter sa carrière, c'est jamais évident. Ça n'a pas été une décision facile pour lui. Après, je pense que d'une certaine manière, il l'avait dans un coin de la tête depuis un moment. Il a vécu une année difficile, une fin d'année difficile surtout. Et voilà, simplement, bon, il avait fait une bonne qualif major. Il était revenu, disons, sur la fin d'année, un peu mieux. Donc ça lui avait quand même remis en jambes. Et voilà, et cette proposition de le prendre en tant que coach, au final, a un petit peu coupé tout ça. Parce qu'au fond de lui, je pense que de toute façon, il savait que c'était une opportunité qui était intéressante malgré tout. Et voilà, donc à voir ce que ça donne sur le long terme, à voir si il se satisfait effectivement de cette position-là, et sachant qu'elle est importante, honnêtement. Moi, je sais qu'il manque. Je suis derrière les joueurs depuis des années, donc je sais ce qu'on voit et je sais ce qu'on peut apporter quand on a une expertise technique poussée, quoi. Et voilà, et je pense qu'il peut apporter une grosse plus-value au projet. Et on verra après s'il en est satisfait. Ça a été difficile pour lui de porter toutes les critiques qu'il a reçues un peu de la communauté ces derniers mois. Parce qu'au final, les gens ont tendance à oublier le palmarès, l'histoire. C'est une légende, Smith, de Counter-Strike en France. Il y a un palmarès énorme. Son palmarès de début de sa carrière ou au début de 2012 sur CSGO, on faisait un parallèle avec les gains d'aujourd'hui et les gains de l'époque. Il serait à 400, 600, 700 000 dollars de gains en tournoi. Ça a été difficile pour lui cette dernière année? Oui, clairement, ça a été très difficile. Je pense que c'était l'année la plus difficile de toute sa carrière. Il a eu beaucoup de critiques. On a essayé plusieurs choses pour l'en empêcher. On lui a dit arrête de lire, arrête d'y prêter attention, concentre-toi sur toi. On a essayé de la manière douce, d'aller dans le bon sens. Ça n'a pas marché. On a essayé de lui mettre un coup de pression pour qu'il ait un déclic dans sa tête. On a essayé plein de trucs de l'en sortir un petit peu de cette machine infernale. Le problème, c'est que lui seul avait les réponses et lui seul pouvait apporter la solution. C'est très difficile à faire, je pense. Et malheureusement, c'est triste à dire, mais les critiques ont eu raison de lui. Dans le sens, pas que les critiques étaient fondées, mais que ça l'a enterré. Voilà. Et que ça lui a fait perdre confiance en lui totalement. Et qu'il n'a jamais réussi à trouver la solution à comment reprendre confiance en soi. Et faire abstraction du reste et remonter la pente, quoi. Il a jamais réussi à trouver, et à la fin il était arrivé à un stade où je pense que lui-même mentalement, il en pouvait plus, quoi. Il nous l'a dit, je crois, il y a pas longtemps, il y a peut-être 2 semaines ou un truc comme ça, qui disait, mais qui revivait aujourd'hui, quoi. Il revivait, et limite les gens maintenant, si on gagnait un match ou quoi que ce soit, ils disent ouais, Godsmith t'es le meilleur coach du monde et tout, voilà, des trucs, voilà. Et qu'au final, de plus avoir cette pression comme il a eu depuis un an non-stop, les gens se rendent pas compte à quel point, c'est usant, c'est limite comme du harcèlement un petit peu, quoi. Vraiment, c'est très dur et les gens peuvent être très méchants. Donc je pense qu'il en avait besoin et qu'aujourd'hui ça lui fait vraiment du bien. Personnellement, je le ressens direct, dans le sens que
Je sais que aussi ces 6 derniers mois, il avait perdu, depuis la reprise septembre, il avait énormément perdu en game sense. C'est-à-dire que, niveau skill, on sait qu'il était un petit peu en dessous, mais même son game sense, qui avant était énormément sa force de proposition, d'avoir des bonnes idées au bon moment, de faire le moins d'erreurs possible dans un round, de sécure les choses, enfin un vrai pilier d'une équipe avec son expérience comme il l'a toujours été depuis 10 ans, il l'avait perdu ça. Il l'avait perdu et tu sens que vraiment le fait qu'il ait du recul et qu'il soit plus dans toute cette spirale négative, ça lui fait du bien parce qu'en un mois, parce que je parlais avec lui en tant que coach, etc. et tout, il me fait des critiques ou constructives ou des remarques très intéressantes. Enfin, il m'en a fait plusieurs en un mois que je n'ai pas eu en 6 mois, quoi. Donc il va faire vraiment du bien dans son rôle et ça va être peut-être un complément. Toi tu vas pouvoir te recadrer Jérôme Niac sur la partie plus administrative, gestion des joueurs en tant que tel et les joueurs vont enfin finalement trouver une vraie épaule tactique, chose que forcément tu ne pouvais pas tout le temps apporter dans le passé. Enfin, au final, Eddy, il va prendre un rôle que je n'occupe pas. C'est tout simplement le fait qu'il ait été joueur et qu'il ait cette expertise. Voilà, j'ai jamais eu la prétention de l'avoir et c'est pas quelque chose c'est pas la partie qui me plaît le plus. Voilà. Donc au final, il occupe une partie qui n'existait pas, quoi. Voilà, moi je continuerai à regarder les matchs, je continuerai à apporter mon regard avec du recul, je continuerai surtout à faire en sorte que les égos qui composent l'équipe fonctionnent sur le long terme. Ah, il y en a beaucoup là. Et là, il y en a quelques-uns. Et voilà. Et puis après, il y a beaucoup d'à côté dans une équipe aujourd'hui. Et l'idée, c'est que les joueurs se concentrent sur jouer à CS. Médiatiquement, vous avez été très vite surnommé la Dream Team, même avant que l'officialisation réelle de l'équipe. C'est un statut qui va être dur à porter. Comment vous vous sentez médiatiquement prêt à porter ce nom et surtout quels sont vos objectifs pour 2017 ? À quel moment on va voir G2 remporter un major ? Parce que c'est ce qu'on attend. Pour moi, c'est une pression. C'est pas une bonne pression de nous appeler la Dream Team parce que oui, ça nous met la pression, faut être honnête. Et de deux, ce qu'on essaye de créer en ce moment, c'est une manière de jouer, un style de jeu que aucun de nous 5 n'a pu faire dans nos équipes respectives. C'est nouveau pour tout le monde. Ça prend du temps, du travail. On évolue chaque semaine, de jour en jour, de prac en prac, vraiment. Et ça se voit et donc ça fait du bien. Mais on a encore besoin de énormément de temps de travail, que les automatismes soient là, que les rounds soient répétés plein de fois, que de vivre toutes les situations comme il faut. Enfin voilà. Donc ça nous met une pression dans le sens qu'au final les gens attendent qu'on vienne tout de suite, mais ce qu'ils n'ont pas compris c'est qu'on n'a pas fait un shuffle pour faire 2-3 petites nouvelles strats, surprendre tout le monde, jouer à la confiance, gagner un major et puis après s'écrouler, quoi. Ce qu'on essaie de mettre en place c'est tout l'inverse, quoi. C'est plutôt limite pendant 1 ou 2 mois on va galérer parce que notre style de jeu, s'il n'est pas bien rodé et bien fait, il marche pas. Mais par contre, si une fois qu'il sera maîtrisé et rodé, on sera en mesure de prétendre à des top 3 mondiaux ou même à gagner un major et tout. Mais ça viendra avec le temps et c'est ça que les gens n'ont pas forcément compris. En disant ça, j'essaie pas de nous enlever la pression, j'essaie juste de faire comprendre aux gens que qu'ils attendent pas de nous que demain on ait un jeu trop stylé ou qu'on mette 20 000 headshots, quoi. Et on passe quasiment 2 à 3 heures minimum de théorie chaque jour pour tout bien huiler. D'ailleurs on enchaîne sur 5 ou 6 heures de practice pour essayer de mettre ça en place. On travaille 6 maps en même temps. En un mois ça suffit pas non plus, quoi. Faudra attendre. On progresse, on évolue. Maintenant j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite, mais le but c'est vraiment d'avoir un travail sur le long terme. Tu as parlé tout au long de cette interview de la partie motivation, c'est surtout un point qui revient chez toi quand on écoute, on regarde un peu ton parcours. Au bout d'un certain moment dans une équipe, où tu perds peut-être un peu de motivation quand tu es sur le toit du monde, tu as tendance à bosser un peu moins. On a l'impression là finalement qu'avec ce projet G2, tu as construit ce que tu recherchais et l'encadrement peut-être pour pouvoir surpasser et survivre à ces moments peut-être un peu plus difficiles. Oui, totalement. Après, au niveau de la motivation en elle-même, je pense que j'ai toujours eu ce défaut en tant que joueur. Mais bizarrement, en tant que lead, ça fait bientôt 1 an que je lead, j'ai commencé en avril, je l'ai pas eu une seule fois de mémoire. Ouais, disons que le fait d'avoir les responsabilités d'une équipe, voilà, ça me force à... Oui.
je peux pas avoir une baisse de motivation. C'est impossible. Je dois tout le temps être là, moi. Si le capitaine il est pas là, l'équipe n'est plus là, quoi. Donc, je pense que le fait, en tout cas, d'un point de vue personnel, pour moi, c'est ce qu'il faut pour que je sois tout le temps à bloc, quoi. Je vous propose de finir cette émission sur quelques tweets qui ont été sélectionnés parmi les questions que je vous ai proposé de poser à nos invités. Alors j'en ai sélectionné une dizaine, il y en avait avec Smith, j'ai dû les retirer, en tout cas j'en ai laissé quelques-uns, puisque Smith est malade. Je te propose, Rambo, de commencer par le premier tweet. Je les ai pas sous les yeux, donc il va falloir être actif, mon petit, Allez, Rambo. mon petit Rambo derrière. On voit la souris. Comment se passent vos matchs de prac et les équipes les plus fortes que vous avez jouées en préparation ? Alors nos matchs de prac, ils se passent bien. On apprend, comme je disais, de map en map, on apprend, on modifie, on ajoute, on enlève quand on voit que ça marche pas. Donc c'est du travail quotidien. Après, on est sur la bonne voie, quoi. On évolue. Les équipes les plus fortes en prac, je saurais pas trop te dire parce que, comme j'ai dit il y a pas longtemps, j'étais un petit peu Dori. Et comme tu les bats toutes en Si, prac, moi c'est facile. j'en connais une. Oui, j'en connais. Oui, moi aussi, il y en a une qui me vient en Il y tête. en a quand même une. Et cette semaine, étant donné qu'il y avait DreamHack Las Vegas, on n'a pas joué toutes les top teams qu'il y a sur HLTV, etc. Donc voilà. Après, la semaine dernière, en tout cas, Astralis nous avait violé, mais d'une manière très difficile. C'est-à-dire que ça partait en 27-3, 26-4, soyons honnêtes. Violent. C'était violent. Ah, c'était. C'est la seule équipe qui nous a C'était très, vraiment très chaud, mis des rousses comme ça, quoi. Tweet suivant. Est-ce que Smith continue à jouer un petit peu en mode fun sérieux ou il a définitivement raccroché ? Honnêtement, j'en sais rien. Dès qu'il a l'occasion de jouer pendant un warm-up, il le fait. Ça, oui. Il m'a soufflé que c'était important pour lui d'avoir son petit warm-up. Donc voilà, mais ouais, non, après je pense que ça lui fait du bien en ce moment. Ce que disait Richard tout à l'heure, ça lui fait du bien et de relâcher la pression. À voir ce que ça donne sur le long terme. Voilà. Question suivante. On a une dizaine. On va attaquer le troisième. Est-ce que Shox et Kenyas s'entraînent bien S'entendent. S'entendent bien dans cette nouvelle T'es sûr, team. elles sont bien tes lunettes là? Ouais, en fait, je commence. T'avais besoin d'une pause en fait tout à l'heure. Moi, Ouais. j'étais bien chaud. Ouais, c'est en fait, maintenant. là, je fatigue un peu. Et t'as vu, c'est marrant quand ça redescend, comment t'as l'impression d'être bête, quoi. Tu C'est comprends ça. plus rien, quoi. Là, je me sens en tapeau et ça fait un peu bizarre. C'est dur, en fait. ouais. Enfoiré, va. Écoute, oui, très très bien, au top du top. Voilà, je vais pas m'éterniser sur le sujet, franchement, au top. Très Pas de content de jouer, problème pour l'instant. très content de jouer Tout avec lui. Ça roule. Il s'envoie beaucoup de fleurs, les deux, donc ça roule pour l'instant. Il a été un petit peu, C'est le meilleur sniper du un monde. peu en difficulté dans le match qui vous a opposé aux joueurs de Envy en Pro League. Ouais, bon après honnêtement les premiers matchs que ce soit contre Fnatic, contre Flipside ou contre qui c'est qu'on a, enfin bref tous nos premiers matchs officiels franchement alors là derrière poubelle, enfin voilà, on a essayé de jouer de la manière dont on essaye de jouer en ce moment mais avec 48 heures dans les pattes. Donc forcément ça ne voulait absolument rien dire. Pas dans le sens que des résultats, hein. Je parle que nous notre façon de jouer, elle était naze à chier total quoi. Donc parce qu'il y avait rien qui était en place et on essayait quand même de le faire. Enfin c'était débile. On aurait mieux fait de faire des rush A, rush B tous les rounds, je te jure qu'on aurait eu plus de chances de gagner les matchs quoi. Donc voilà. Ok. Suivant pour Rambo. Alors je m'applique. Est-ce que Shox et Smith se sentent mieux après le shuffle, genre ça leur a fait du bien ou pas ? Est-ce que c'était mieux avant ? Oui, de toute façon, quand tu fais un shuffle en général, c'est toujours pour du côté positif. Donc se sentir mieux, oui. On se sent mieux dans le sens que ça faisait 2 mois un petit peu que ça traînait en sous-marin et qu'on savait qu'il allait y avoir des changements. Donc au final, enfin, les choses sont mises à plat et on peut aller de l'avant. Ce côté-là soulage énormément parce qu'on avait un peu l'impression de travailler dans le vent, quoi, avant, quoi. Rambo, tu peux remettre la question parce que mon cerveau fatigue, donc comme ça, moi, je peux la relire. La suivante, je lui avais fait un petit signe discret. La question, c'est est-ce que vous vous sentez mieux après le shuffle ? Voilà. Est-ce que ça nous a fait du bien ? Ça nous a pas fait de mal en tout cas. Après, même si ça se passait bien, enfin pas forcément bien dans le jeu ou pas comme je le voulais avec l'ancienne version de G2, en dehors du jeu tout se passait bien. Adil et Cédric, on s'entendait très bien avec eux et c'était hors game, c'était top. Y a pas grand chose à dire. On s'est pas spécialement quitté en mauvais termes, mais je leur souhaite tout le meilleur, franchement. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Bon, on passe à la suivante. Allez Rambo. Allez Rambo.
Ah mais en fait, c'est ce Ah, qui tu me fait. plisses les yeux comme un Ouais. chinois. En fait, ce qui me fait tiquer, c'est les fautes d'orthographe, c'est ça le truc. d'accord. Du coup, je me demande qu'est-ce que le monsieur a vraiment voulu écrire. Est-ce que le fait Ah, que j'avoue, tout ça le fait mal. monde vous considère comme une dream team vous met la pression, on en a parlé plus qu'avant. On Oui, lui a répondu. c'était dur. Vous met la pression plus qu'avant. Oui, ça nous met la pression et pour moi, c'est à nous en tant que joueurs de passer au-dessus de ça et de se dire qu'on n'a pas à l'avoir quoi. Et être conscient que ce qu'on met en place, on n'a pas à espérer un top 1 ou à être la best équipe du monde. Enfin, ça serait putain. Passion. Tu répètes Rambo. Inéquation. Voilà. Non, ce serait pas, ouais. Avec le travail qu'on est. Ouais, il y a un truc. Ouais, voilà, c'est ça. Adéquation, sinon. Ça Ouais, passe bien aussi. bref, en non-adéquation, hein, voilà, comme ça les gens comprennent, au moins, même si c'est pas français, avec le travail qu'on est en train de faire. Voilà. Désolé, excuse-moi, ouais, c'est vraiment. Là, la fin, c'est dur. Allez, la suivante. Ouais, en même temps, t'enchaînes les interviews et les plateaux, ça prend du temps, on comprend la fatigue. Que pensez-vous du retour de KRL? Tiens, qu'est-ce que t'en penses du retour de KRL? Bah écoute, pas un peu tard dans un premier temps, je vais pas mentir, hein, j'étais un petit peu comme tout le monde en mode ouais, encore un retour, comme ci, comme ça, nanani, nanana. Je fais des pick-up avec eux, franchement, ils sont pas dégueux. Donc voilà. Moi, ça me fait moi, c'est toujours des gens que je respecte énormément. Enfin, c'est les anciens. Enfin, je les respecterai à vie. Et franchement, j'espère qu'ils feront quelque chose de bien. J'ai écouté, ils ont fait une interview sur Flickshot à propos de ça. Je les ai écoutés. Leur discours me plaît. Voilà, il me plaît. Maintenant, est-ce qu'ils vont le respecter jusqu'au bout? Ça, seul l'avenir nous le dira. Mais leur discours, si vous l'avez pas écouté, en gros, c'était que leur idéal, c'est qu'ils vont travailler. Ils sont mis en question. Ils savent qu'ils ont du retard, qu'ils veulent bosser pour. Et leur objectif, c'est qu'à la fin de l'année, donc dans 6 mois environ, à la fin de l'année, ils soient quoi, genre top 2, top 3 français, mais pas dans les gros, je crois, dans les Derrière, sub-top. on va dire en dessous du wagon LDLC. Ouais, voilà, en dessous du genre. Enfin voilà, quelque chose de Bicorp, pas de comment dirais-je. BJ News. Oh putain, je trouve aucun mot quoi, c'est dingue quoi. Pas au top, mais dans le subtop. Ouais, mais Top du subtop. Quelque chose qui est accessible. Voilà, quelque chose de humble, on va dire quoi. Donc et de raisonnable. Donc je leur souhaite tout le meilleur et j'espère qu'ils arriveront parce que ça ferait plaisir. Allez, question suivante, on arrive au bout. Shox. Quelle est d'après vous la meilleure qualité pour un joueur de CSGO? Est-ce que c'est cliquer les têtes? La meilleure qualité? La meilleure. Là. L'adaptation. L'adaptation. Question suivante. Tu me préviens quand il n'y en a plus parce que moi j'ai plus le compte, hein, Rambo. Quel est le parcours de Jérôme, études CS? PS, Star, le best, je t'aime. Mais bon, moi, pas T'as de l'habitude, question, t'en as mais- 40 par jour, des trucs comme ça, t'as plus l'habitude. Et alors c'est trop marrant parce que genre hey, Jérôme, et au fait Richard, je te kiffe. Mais toi pas de questions, je m'en bats les couilles. Donc pour faire court, au final moi je viens du sport. Donc Du vélo. Du vélo. J'ai pas commencé en étant joueur. Sur son Facebook, vous pouvez Et voir des photos où il était sur son vélo en train de faire des courses semi-professionnelles, amateurs. Ouais, enfin c'était au niveau amateur avant que juste en dessous des pros. Attention. Voilà. Et du coup, j'ai eu la chance de rentrer chez VG, d'avoir fait mes études en alternance chez Very Games, en partie, de la communication et du marketing. Et pourquoi tu Parce que ça se sent que toi aussi tu cherches tes mots quoi. Ouais, on commence un peu à C'est du classique avec Jérôme, hein, c'est son rythme Ouais. habituel. Hein. C'est vrai. Ouais, mais Moi, là, j'ai c'est vrai que- jamais connu autrement. Hein. Si. J'ai jamais connu autrement. non, mais là, c'est vrai que ça En fait, il essaie de rentrer dans ton cerveau. Par il contre, t'as pas travaille essayé de lui avec. mettre la veine, je suis déçu. Ouais. Si, Pourtant, on a parlé de Cali, hein. Non, mais bon, bref, tout ça pour dire, j'ai fait du marketing et de la com en parallèle de d'être manager. Et je vois qu'il se fout de ma gueule, donc je vais arrêter. Et au final, le rôle de manager, je l'ai appris sur le tas avec mon expérience de sportif. Voilà. Est-ce qu'on a encore des questions, Rambo? Oui. L'épilation est-elle restée en tant que cycliste, nous demande PM là-bas? non, c'est fini ça. C'est fini. C'était. La déception C'était- absolue. Rapidement, pourquoi vous avez choisi G2 en termes de propositions, vous en avez eu d'autres, j'imagine. Pourquoi G2? Là, dernièrement, ça, Non, il y a 2 ans. On en a parlé il y a 2 ans tout à l'heure. Pourquoi là, pour cette Dream Team G2? Ok, alors pour faire court, de toute façon, honnêtement, ça s'est joué entre deux structures, entre deux clubs, ça s'est joué entre Envy et entre G2. On a voulu laisser l'opportunité que ce soit, à G2 et à Envy.
voilà, de nous prendre. Et du coup, voilà, on a une négociation a eu entre nous et puis les deux clubs et G2 est sorti vainqueur de cette négociation, tout simplement. Rester dans le confort de peut-être la structure actuelle aussi. Pour vous, est-ce que Rambo est... Allez Rambo, la Allez. next. Allez, Shox s'inspire-t-il d'Exy pour lead ou t'as créé ton propre style? Non, j'essaie de créer mon propre style, d'allier tout, ce qui marchait sur CSS, ce qui marchait sur 1.6, la manière de lead de chaque grand leader qui ont marqué les ères de CS, le pourquoi du comment ils géraient leurs équipes, qu'est-ce qui marchait pas, qu'est-ce qui est en adéquation avec la metagame actuelle et qu'est-ce qui ne l'est plus. Voilà, j'essaie de faire un mix de tout ça, de rajouter ma petite sauce et voilà. Une caméra qui est en train de nous faire le signal incendie. Donc à mon avis, on arrive vraiment au bout. Rambo, il n'y en a plus là, c'est bon? Il n'y a plus. Parfait. On arrive au bout de cette émission. C'est fini? Oui, c'est fini. Merci messieurs d'être venus. Maintenant, je voulais rester moi. C'est vrai? Bah si on recommence. Là, c'était la version réduite. J'ai la version La version longue. height qui reste là-haut. Je crois que Merci. Rambo, il en a marre. Hein. Ouais, merci d'être venu. On vous souhaite du coup de réussir vos prochains objectifs. Ça serait quoi Allez, dernière question. Ça serait quoi l'objectif le plus agréable à atteindre dans les prochains mois? Se qualifier au Star Leader. Ok. Pas le Pro League. C'est Compliqué. Si, mais tu m'as dit là, Là, ce qui tout de arrive. suite, là, tout de suite. Pro League, les derniers matchs ils sont quoi en juin, je crois. Non, un peu plus tôt, mais effectivement, le prochain vrai tournoi qu'on peut faire offline, ce serait les Star Series et il faut qu'on s'y qualifie. Ça en vous mars. manque Voilà. du offline? Ouais. Là, surtout quand vous voyez à Las Vegas, Ouais. pour les joueurs de casino. Après, le côté positif, honnêtement, c'est que vous pouvez vous on bosse structurer. bien. On bosse bien. Donc c'est le côté positif. Maintenant, on joue pour aller en LAN quand même, quoi. C'est ça c'est ça qui nous fait vibrer. Donc c'est dur, mais d'un autre côté, c'est un mal pour un bien. Allez, un petit dernier mot. Tu communiques beaucoup en ce moment avec la communauté. Tu réponds sur les forums, sur les fiches de match. Un petit message pour les spectateurs français qui. Quelle vont caméra? regarder. Il y en a partout. Celle-ci. Bonjour. Les yeux dans les yeux. La Sony là, c'est ça? C'est ça. Ok. Elle a une gueule bizarre. Bah écoutez, déjà bonjour à tous. J'espère que cette émission vous aura plu et que nos réponses vous auront fait plaisir. Non, je suis désolé, je suis en train de bégayer et de faire n'importe quoi. Non, pour parler sérieusement, qu'est-ce qui fait que je commente le plus en ce moment et que j'essaie en tout cas de prêter plus attention? C'est parce que j'ai remarqué que depuis quelques temps, depuis longtemps même je pense, depuis que CS s'est vraiment développé, on a tendance à beaucoup communiquer en anglais parce qu'on a beaucoup de fans anglophones. On fait plus de langue française, donc vous nous voyez soit en interview en anglais, soit en Twitter en anglais, Facebook ou alors sur les compètes à la caméra. Et au final, je trouve que vous n'avez pas vraiment de contact avec nous. Et quelque part, je pense qu'au final, la haine que des fois on peut recevoir de la communauté, elle est à double sens. C'est-à-dire que ok, ça se fait pas et c'est pas cool de votre part. Mais d'un autre côté, on fait rien pour l'enlever et la gommer. Donc voilà, quand aujourd'hui on parle des fanbases de la Pologne ou de la Suède, je vois quand même, je vois des mecs comme Pacha ou comme Getright ou quoi que ce soit. Enfin, ils tweetent aussi des fois dans leur langue natale. Et je pense que c'est important et donc de raviver la flamme française et que vous sachiez que en tout cas on ne vous a pas oublié, on ne vous oubliera jamais et qu'on est avec vous. C'est le dernier mot? C'est le dernier mot. Merci. En tout cas, merci de nous avoir invités, c'était cool. J'espère que vous avez passé un bon moment en tout cas. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir parce qu'on a eu l'occasion de revenir sur beaucoup de sujets. On a eu des réponses franches et honnêtes et ça fait plaisir de vous avoir eu. Merci. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour du live et du direct sur CSGO, la chaîne d'O Gaming TV. Ciao. Merci Rambo. Ciao.